Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi? Et nous sommes les seuls. Attention, ça va secouer! À avoir les moyens de riposter. Hello there. You take the red pill. Don't touch Zeus. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits chasseurs de fantômes et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane et cette semaine avec mon invité, nous allons vous parler de SOS Fantôme, la menace de glace. Le mec qui a trouvé le titre en français, il devait être plutôt fier de lui. Réalisé par Gil Kenan. Et pour m'accompagner dans cette menace de glace, donc, vous pouvez le retrouver dans sa chaîne Le Coin du Bis, ainsi que dans le podcast Jumpscare. Mathieu, re-bienvenue dans le podcast. Hello, ouais, effectivement, j'étais déjà venu il y a quelques temps, c'était pour parler d'Evil Dead, c'était en compagnie de Nico Pratt. Exactement. C'était très très cool. Donc ouais, comme je te disais hors antenne, la dernière fois que j'ai parlé de Ghostbusters, j'ai été un peu entouré de gens qui, on va le dire, hein, détestent la saga. Donc je me suis dit que ce serait plus sympa d'inviter quelqu'un qui l'apprécie et qui s'y connaît un petit peu. Histoire de corriger un petit peu le tir aussi, oui. Ouais, parce que moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. En tout cas, le premier que j'aime vraiment beaucoup. Et le 2 que j'ai regardé sur cassette, mais 1 milliard de fois. Quand t'es gamin, le 2, il fonctionne parfaitement, quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est pour toi, Ghostbusters? Oula, alors écoute, je vais essayer de pas faire un tunnel, mais ça va être compliqué. Ghostbusters, pour moi, c'est parmi les premiers souvenirs que j'ai en matière de cinéma. C'est le film que j'ai vu le plus de fois de ma vie. À un moment donné, je me suis vraiment amusé à calculer correctement combien de fois je l'avais vu, et je pense qu'on est entre 120 et 150 fois. Ouh. Donc autant te dire que je le connais vraiment par cœur. Et SOS Fantôme 2, c'est le premier film, donc hormis les films d'animation, que j'ai vu en salle, et j'étais complètement dingue. J'étais tellement à fond dans le film qu'à la sortie, je me rappelle m'être paumé dans les rues de Grenoble et être resté comme un con, à voir des fantômes partout là pendant une demi-heure avant que mes parents me retrouvent enfin. J'ai bien sûr eu tous les jouets quand j'étais gosse à Noël, et c'est parmi les meilleurs Noëls de ma vie. Donc vraiment, j'étais très fan. Je me levais à l'aube pour regarder les dessins animés quand ça passait, avant d'aller à l'école, en fait, le matin sur Canal+. Enfin vraiment, je vivais, je respirais Ghostbusters, et en fait, au fil des années, cette passion a légèrement décliné parce que de fait, après j'ai découvert d'autres choses et tout, mais Ghostbusters pour moi c'était la porte d'entrée pour le cinéma fantastique et même pour le cinéma tout court. Ghostbusters, c'est encore aujourd'hui la première VHS que j'ai enregistrée, je l'ai encore d'ailleurs, et c'est ce film-là en fait qui m'a incité à découvrir tout ce qu'un gamin des années 80 pouvait voir en fait à la télé, donc les productions Amblin, tout ce qui était Retour vers le futur, Gremlins, les Goonies et compagnie, les E.T., toutes les comédies fantastiques en fait des années 80-90. Dès qu'il y avait une image avec un monstre, un truc un peu foufou que je voyais dans le programme télé de mes parents, je leur disais enregistre-moi ça. Et puis des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais c'est comme ça que je me suis constitué une petite collection de VHS, de films fantastiques. Et c'est comme ça aussi que sont apparus mes premiers cauchemars. Enfin, dans SOS Fantôme, il y a quand même des scènes qui sont très marquantes en fait pour un gamin de 6 ans. Surtout la fois où Dan Aykroyd se fait sucer par un fantôme. Voilà, je tiens à le dire. Ah oui, alors attends, ça on va en parler aussi, parce que moi, ce qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'était les séquences horrifiques. Oui. C'était vraiment les séquences terrifiantes ou quoi. Et cette scène, Vigo dans le 2 que aussi, je ne la comprenais pas. Ouais. Vigo dans le 2, oui, Vigo dans le 2, putain, j'en ai fait des cauchemars pendant Quand le bébé se fait emmener dans la poussette par un fantôme, là, ouais. Ça aussi, c'est flippant, hein, ça m'a marqué quand j'étais petit, ça. Ouais. Il y a beaucoup de scènes, en fait, qui sont marquantes. Et, en fait, le second SOS Fantôme, il est assez décrié parce qu'effectivement, c'est une espèce de copie carbone du premier film. Vraiment, si vous regardez, en fait, la structure en termes de narration, il se passe les mêmes choses
au même moment. Moi, par exemple, tu parlais des jouets que tu avais quand tu étais petit. Moi, j'en avais un, c'était Spengler. Et quand tu appuyais sur son bras, il y avait les yeux qui sortaient. Voilà. Je sais pas si tu l'as eu, celui-là. Alors, j'ai eu celui-ci, j'en ai eu beaucoup d'autres parce que, enfin, tout à l'heure, je te parlais de comment mon amour du cinéma est né, en fait, via SOS Fantôme. Mais ce qui a déclenché ce truc-là, en fait, si on remonte vraiment l'histoire en arrière, c'est parti d'un jouet. C'est parti d'un jouet Playmobil que mes parents, pardon, m'avaient acheté quand j'étais gamin. Et c'était un jouet que quand tu mettais sous une lampe, en fait, il se mettait à briller dans le noir, tu vois, c'était un petit fantôme. Je m'en souviens de ça. Et j'étais trop content de ce truc. Et un jour, j'allume la télé et je tombe sur une publicité pour les jouets SOS Fantôme où là, il y avait des rayons laser, il y avait du slime et tout. Et j'ai putain, mon petit Playmobil, là, il pue la merde, quoi. Il faut, c'est les trucs SOS Fantôme que je veux, quoi. Donc j'ai eu, en fait, l'équivalent de ce que toi t'avais, donc un machin avec des yeux qui sortent et puis des petits fantômes. Et c'est seulement après que j'ai vu, en fait, dans le programme télé qu'il y avait un film, donc SOS Fantôme, qui passait. Et j'ai fait le lien, en fait, avec mon jouet et j'ai dit, mais je veux voir ce truc. Enfin, tout est parti de là, quoi. Tu te rappelles, il y avait les magazines où tu pouvais récupérer la jaquette des VHS. Je sais plus comment ça s'appelle. Plus comment ça s'appelle. Et il y avait télécassette et je sais plus quoi. Si je me rappelle bien, ils avaient passé les 2 Ghostbusters, genre un Ghostbuster par semaine. Et j'avais enregistré ça aussi. Je me souviens très bien avoir la cassette avec la jaquette du magazine. En tout cas du 2, parce que je me souviens avec le fantôme, le logo qui fait 2 comme ça. Et, ouais. Et ouais, non, c'était quand même bien présent, mais en parlant là avec Zoltan, avec Nico, avec David, les différents invités qu'on a eus, je me suis rendu compte quand même que en France, c'est pas une franchise qui est très appréciée. Alors je suis pas d'accord du tout avec ça. Parce que à chaque fois que je parle des SOS Fantômes en fait autour de moi, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très générationnel. Il y a un fan club SOS Fantôme que tu peux croiser en convention, quoi, donc des mecs en costume avec des trucs et tout. C'est pas forcément la saga qui est citée en premier quand t'évoques en fait le cinéma fantastique des années 80. Tu vas beaucoup plus penser à Retour vers le futur, à Gremlins, aux productions Spielberg ou quoi. Mais c'est quand même quelque chose qui a fortement marqué la pop culture, au point où, tu vois, 40 ans plus tard, il y a un nouveau film qui sort, tu vois, et on est encore là en fait à en parler. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont été marquées, voire même traumatisées par des éléments très précis de ces films. À la rigueur, tu vois, si on avait enregistré ce podcast une semaine après, j'aurais pu te fournir d'autres informations supplémentaires parce que je vois un pote en fait ce week-end qui est vidéaste aussi comme moi, Al236, qui est de la même façon traumatisé par SOS Fantôme 2. Et je sais que lui, en fait, il est traumatisé par une séquence qui n'a rien à voir avec celle qui, moi, m'a marqué. Et en fait, en discutant comme ça entre potes ou entre vidéastes ou quoi, je me suis rendu compte que on avait tous été marqués par ce film et que SOS Fantôme 2, quand il est sorti en 1989, on avait moins de 10 ans pour la plupart. Et même si le film, en fait, encore une fois, c'est une copie carbone du premier et qu'il a pas mal de défauts, il y a une imagerie dedans, il y a des visuels qui ont été suffisamment impressionnants, enfin, pour nous marquer vraiment au fer rouge. Et encore une fois, même si le film n'est pas forcément ultra réussi, il a déclenché en fait beaucoup de choses en fait chez des personnes de notre génération qui sont encore 30 ans plus tard fascinées par le fantastique. Je parle aussi parce que j'ai fait des sondages, par exemple, quel est votre Ghostbusters préféré, et c'est le premier qui a gagné largement. Et aux États-Unis, par exemple, le 2 est très mal vu. C'est un film que vraiment, même Bill Murray et compagnie, si je me trompe pas, même Dan Aykroyd ont dit ouais, on l'a un peu fait pour l'argent. Et donc c'est marrant les différences entre nous, on a grandi, on l'a vu à la télé et donc on l'apprécie, alors que quand il est sorti à cette époque-là, on l'a un peu vu comme pourquoi ils font une suite à ce film alors qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de suite. Et c'est ce que Nico disait par exemple, il disait Ghostbusters ça aurait dû être qu'un seul film par exemple. Et quand tu vois l'argent que ça génère de nos jours, de 40 ans plus tard, tu te dis, bah non, c'est pas une si mauvaise idée que ça qu'il a eu Dan Aykroyd avec le recul, hein, quand même. Effectivement, Ghostbusters, à la base, a été pensé comme un film, et un seul et unique film. Et après le carton mondial du film en question, tout le monde est passé à autre chose. Enfin, tout le monde avait été engagé sur d'autres projets. Et en fait, le studio qui était derrière s'est dit, mais non, enfin, vu les recettes générées, on peut pas laisser le truc en l'état. Et puis même sans même parler de rentrée d'argent et de le marketing, de faire une seconde suite en fait de marketing et compagnie. Le principe même, une chasse aux fantômes qui mélange fantastique, horreur et comédie. Enfin, l'idée elle est trop bonne en fait. Ça peut pas juste rester ça peut pas juste rester un one shot. Et c'est aussi une des raisons qu'on fait que la série The Real Ghostbusters a très très vite été mise
en chantier, je crois, à partir de 1986. Même si voilà, tous les épisodes sont pas forcément très bons et la série a mis un petit moment avant de trouver ses marques. Il y a des épisodes de cette série qui sont juste des petits joyaux, quoi. Et ça faisait aussi partie des trucs qui moi m'ont marqué quand j'étais gamin. C'est-à-dire, je me levais en fait à 6h du matin pour regarder ce truc sur Canal+, avant de partir à l'école, et il y avait des épisodes qui étaient absolument terrifiants et dans lesquels tu retrouvais aussi des idées qui ensuite vont être reprises ou transformées ou adaptées pour les films suivants. Le principe même d'une chasse aux fantômes dont les fantômes ont un look un petit peu mi-effrayant, mi-cartoon, c'est une idée qui est beaucoup trop forte en fait, qui est beaucoup trop géniale en fait, en tout cas à mes yeux, pour ne n'être qu'un seul et unique film. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Tu te rappelles du fait qu'il y avait les Ghostbusters qui étaient un autre dessin animé. Il y avait les Real Ghostbusters et il y avait les autres Ghostbusters. Ouais, ça datait d'avant, c'était Filmation. C'était quelque chose de plus vieux, hein, non, années 50 à l'origine, non Non, c'est années 70. 70, fin 70. D'accord. Et c'est aussi pour ça que le titre Ghostbusters, il n'a pas été définitif tout de suite, et que si tu regardes un petit peu tu sais la fameuse publicité là où tu vois Egon, Ray et Peter là, qui sont là à dire si vous voyez des trucs et en fait ils ont tourné plusieurs versions de ce truc là parce que t'avais un coup ils disaient Ghostbusters, un coup ils disaient Ghost je sais plus quoi, tu vois, enfin et en fait le nom était pas définitif d'entrée de jeu. Et c'est pendant l'enregistrement en fait d'une scène de foule que tu vois à la fin de SOS Fantôme 1 où la foule en fait et ils avaient donné pour consigne d'hurler, de scander en fait Ghostbusters, 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 et après de scander Ghost Breakers ou je sais plus quoi, tu vois. Et naturellement la foule en fait n'a fait que scander Ghostbusters, et c'est un mec de la prod qui a dit enfin dépêchez-vous de racheter les droits pour le nom parce que en fait c'est les gens qui ont validé le truc. Ça ferait une très bonne chanson. Dans le dessin animé, oui, et en plus ça fait une très bonne chanson. Et c'est aussi pour cette raison que dans le dessin animé, quand le générique est terminé, au-dessus du logo Ghostbusters, tu as un petit The Real qui apparaît, histoire que les gens fassent la différence entre l'ancienne série et la vraie entre guillemets. Après le succès de Afterlife, qui avait quand même rapporté 200 millions au box-office pour un budget de 75 millions, donc ça va. C'est Dan Aykroyd forcément qui commence à annoncer qu'il y aura une suite et que les anciens vont revenir. Dan Aykroyd, c'est vraiment sa vie, hein. SOS Fantôme au final. Avec le temps, c'est vraiment. Il a même créé une boîte de production. C'est Ghost Corp, si je me trompe pas. Oui. Et donc il a engagé, enfin pas lui, hein, j'imagine c'est les studios. Gil Kenan, que tu m'as dit que t'aimais pas ses films en fait, donc moi j'en ai vu aucun, donc je peux pas vraiment juger. Monster House, le principe est très bon, mais je trouve l'exécution bif bof, quoi. C'est-à-dire que tu le vois, tu dis bon, ok c'était sympa, mais le lendemain tu l'as déjà oublié. Le remake de Poltergeist était absolument nul. Même chose, tu vois, c'est des films qui se voient et qui s'oublient instantanément. Les deux autres qu'il a fait, je serais infoutu de te dire si je les ai vus ou pas, tellement ça ne m'évoque absolument rien. En tant que scénariste, il peut des fois faire des choses intéressantes. Enfin, je sais pas quelle est sa part quel est son pourcentage en fait dans l'écriture du troisième film, donc SOS Fantôme l'héritage. Mais là en tant que réalisateur, je t'avoue que quand j'ai vu son nom, je me suis dit ça c'est mal barré, quoi. Afterlife, donc avant même de parler d'Afterlife, qu'est-ce que tu penses de Ghostbusters 2016? Alors, tu veux la version courte ou la version longue là, on va faire la version moyenne. Faisons la version moyenne, comme ça te permet de dire ce que tu veux. Alors, Ghostbusters 2016, en fait, c'est via ce film qu'il y a eu une espèce de scission qui s'est opérée au niveau des fans de Ghostbusters et au niveau des personnes qui connaissaient Ghostbusters un petit peu de loin. Et c'est à partir de ce moment-là où leur avis a été c'est fait de manière très 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 tranchée, quoi. On se rappelle tous que au moment de la publication de la bande-annonce, le truc a été disliké dans tous les sens et qu'il y a eu une armée de ça a battu crétins. Un record, hein, je crois. Ouais. Il y a eu une armée de crétins qui sont allés en fait en commentaires désobligeants, misogynes, racistes et compagnie, qui fait qu'une partie de la communauté fan de SOS Fantôme a en fait été assimilée à ces couillons. Et ça, c'est un truc qui m'agace profondément parce que c'est un film que je n'aime pas. C'est un film qu'on essaye depuis quelques temps en fait de réhabiliter en disant vous avez vu en fait le SOS Fantôme 4 celui qui est en salle, il est tout pourri. C'est des blagues de paix à longueur de temps, c'est que des blagues de paix pendant tout le film. Excuse-moi, mais bon, moi je les aime bien en plus ces actrices. J'adore SNL, donc forcément que j'étais content quand j'ai vu le casting, tu vois, je me suis dit quand même. Ouais. Mais en fait, ce que je critique, ça n'est pas les actrices encore une fois qui n'y sont pour rien, tu vois. C'est une actrice en fait qui gravite autour du SNL
On te propose de jouer dans le remake des 60 tomes, qui est une des meilleures comédies américaines des années 80, qui est une des comédies les mieux écrites en termes de dialogue, qui est juste une tuerie en fait pour l'époque. Évidemment que tu dis oui en fait. Le problème c'est pas les actrices, le problème c'est le scénario. Le problème en fait c'est le réalisateur qui est derrière, qui était juste la dernière personne en fait à mettre à ce poste-là. Parce que peut-être que le mec en fait est très bon pour faire des comédies, mais le ton de ces comédies ne correspond pas du tout à ce qu'il aurait fallu faire en fait pour ce truc-là. Quand Harold Ramis en fait est décédé, à titre personnel, moi ça m'a mis un sérieux coup parce que comme je t'ai dit et comme je pense tout le monde l'a compris, je suis très très fan en fait de la saga, mais pendant des années j'ai fantasmé cette espèce de S60 tome 3 qu'on n'a pas eu, en tout cas pas sous cette forme. Merci Bill parce Murray. que le scénario, voilà, merci Bill Murray. Ce scénario en fait a traîné dans les limbes d'Hollywood pendant un moment, c'était trop cher, c'était trop ci, pas assez ça, blablabla. Ce qui fait que ça ne s'est jamais fait. Par-dessus ça, tu rajoutes donc l'espèce de brouille qu'il y a pu y avoir entre Bill Murray et Harold Ramis. Ils se sont réconciliés un petit peu avant la mort de Harold Ramis, mais il n'empêche que Bill Murray a fait traîner le truc pendant des années et des années. Le tournage de 600 tomes 2 en fait a été tellement compliqué, les effets spéciaux c'était tellement la galère, et tout le monde était persuadé que le premier film c'était un one shot, que en fait l'ambiance sur S60 tome 2 était pas tout à fait la même, et Bill Murray après ça l'a saoulé, il est parti, il passe à autre chose quoi. C'est un peu comme un groupe de rock, tu vois, il y en a un, c'est le chanteur, c'est la star, tu vois. Et il s'est dit, bah, je vais faire mon truc de mon côté. Et eux, le groupe, ils ont besoin de lui pour exister. Donc, au final, il a fallu attendre que les acteurs soient vieux pour qu'on se dise, ah, il y a d'autres personnes qui pourraient être des Ghostbusters, tu vois. En 2009, il y a eu un jeu vidéo, donc S60 Tomes de Video Game, dans lequel tu avais tout le casting, le casting original. Enfin, les quatre chasseurs de fantômes. Sauf Louis. Et le truc, c'est que le résultat était bon. Le scénario, il était vaguement supervisé par Harold Ramis et Dan Aykroyd. Alors effectivement, tu avais du fanservice à tous les étages, tu retournais dans les lieux emblématiques surtout du premier film. Et en fait, il y avait une espèce de petite magie en fait qui arrivait quand même à se créer, parce qu'en matière de jeux vidéo, on n'avait pas forcément été très gâté par tout ce qu'il y avait avant ce jeu vidéo là. C'est aussi ce truc-là en fait qui a donné une petite impulsion pour que enfin on ait ce troisième et ce fantôme avec l'équipe originale qui se fasse en fait un jour quoi. Donc ça remotive un petit peu les troupes. Le problème, c'est que Harold Ramis en fait est décédé et que son décès a enterré cette idée d'avoir un S60 tome 3 un jour. Quand une star en fait décède et que c'est une star que j'aime bien, bah oui, enfin tu sais, ça me fait chier un petit peu comme tout le monde. Là, je sais pas, la personne tu la connais pas quoi, donc très rapidement tu passes à autre chose. Sans te mentir, en fait à l'époque où Harold Ramis est décédé, mais j'étais en PLS pendant 3 jours quoi. Et ma copine de l'époque me dit mais putain mais tu le connais même pas. Et moi j'étais là à dire oui mais merde, parce que je sais pas, inconsciemment il y a une partie de mon enfance en fait qui s'écroulait, tu vois. Et il y avait aussi cette espèce de truc que j'ai fantasmé pendant des années. Et quand je dis fantasmé, c'est vraiment, je l'ai rêvé. Je peux écrire des pages et des pages, en fait, sur tous les S60 tome 3 que j'ai rêvé dans ma vie. Et pour moi, c'était acté que, à partir de là, c'était fini, tu vois. Et donc, pour en revenir à S60 tome 2016, quand il a été évoqué l'idée de faire un reboot de la saga et de partir, en fait, sur un casting intégralement féminin, je me suis dit, mais trop bien. Trop bien. En plus, Bill Murray en fait avait validé le truc en disant c'est une très bonne idée, parce que moi refaire les chasseurs de fantômes en fait à 50 ou 60 ans, ça m'intéresse plus trop. Là, le fait qu'il y ait une nouvelle équipe et que ce soit en plus un casting 100% féminin, ce qui n'était pas du tout le cas en fait du casting original, très bonne idée, allez-y franchement quoi. Donc je me suis dit bon OK, ça sera pas S60 tome 3, mais par contre, on repart de zéro avec une nouvelle équipe, en plus une équipe qui provient du SNL, parfait. Arrive le moment de la bande-annonce, où entre-temps, j'avais déjà un petit peu commencé à prendre peur quand j'ai vu qui s'occupait de la réalisation. Et là, j'ai des potes qui me disent, putain, Mathieu, ne regarde pas cette bande-annonce. Vraiment, c'est juste ni fait ni à faire. On espère se tromper, on espère que le résultat sera bon, mais là, en l'état, c'est catastrophique. Et je dis, ok, j'irai peut-être le voir en salle ou quoi. Arrive la sortie du film, je ne vais pas le voir parce que tout le monde assassine le truc. Des fois avec beaucoup d'exagération, mais il n'empêche que les retours étaient majoritairement très, très, très négatifs. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais dépenser plus de 10 balles pour aller voir ça? Non, je le verrai plus tard. Je l'ai vu à un moment très particulier où en fait, je revenais de l'enterrement d'un pote. Donc, je t'avoue que l'ambiance était pas forcément super fun. Un de mes potes, en fait, avec qui j'étais, m'a dit, écoute, là, l'ambiance, elle est pas folle. Si tu dois voir le film, en fait, c'est maintenant, parce que là, je sais que tu vas t'en foutre royalement et juste, il pourra rien te faire, quoi. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, balance ton truc. Donc, j'ai regardé SOS Fantôme 2016 en revenant de l'enterrement d'un copain et il s'est rien passé. C'est-à-dire que vraiment, j'avais, pour des raisons très compréhensibles, j'avais l'esprit complètement ailleurs. Donc, en fait, je l'ai regardé et j'ai dit, ok, d'accord.
Et c'est seulement des jours après que je me suis dit attends, qu'est-ce que j'ai vu là? C'était quoi ce truc? C'est plutôt Afterlife que t'aurais dû regarder après avoir perdu un ami. Vu que c'est un peu le thème du film, tu vois, c'est un peu le truc à la fin du film. Pour finir en fait avec le 2016, ouais, je l'ai revu après à tête reposée et effectivement les actrices elles y sont pour rien quoi. Enfin, aucune d'entre elles en fait ne méritait de se faire insulter comme elles l'ont été en fait sur internet. Et le problème en fait c'est le réalisateur. C'est Paul Feig, voilà. C'est Paul Feig, c'est lamentable. Ça n'est jamais drôle, le rythme il est complètement éclaté, toutes les idées qui se veulent être un minimum neuves ne fonctionnent pas en matière d'effets spéciaux. J'arrive pas à comprendre comment un film qui a coûté aussi cher a des effets aussi moches. Vraiment ça me dépasse. En termes de narration, il y a des trucs qui sont mais aberrants et à la fin je me suis dit mais qu'est-ce que je vois, tu vois, enfin toutes les poses un peu iconiques, un peu badass et tout ne le sont pas du tout. C'est grossophobe, il y a rien qui va, et l'excuse de oui mais en fait il y a des jeunes spectatrices, en fait il y a des gamines entre 5 ans et 10 ans qui ont adoré le film, mais cette excuse n'est pas valable non plus. Je suis désolé, enfin j'étais gérant de vidéoclub et c'est pas parce qu'un gamin kiffe en fait un film que c'est forcément un bon film. Bah, après tu vas me dire il faut laisser les gamins kiffer ce qu'ils veulent kiffer, tu vois, mais moi aussi quand j'étais gamin je me suis retrouvé en fait à avoir des trucs au pif que j'ai trouvé cool sur le moment, et après quand je les ai revus je me suis dit putain de merde, mais pourquoi je me suis infligé ça, tu vois. Même ce truc là, enfin pour moi n'est pas une excuse. Quand je sais pas, quand tes parents essaye de montrer des trucs un minimum intelligents en fait à tes gosses. Quoi. Mathieu, j'avais dit moyen, s'il te plaît. Pardon, oui. Tu parlais des films que t'as imaginé toute ton enfance, tu vois, c'est intéressant comme sujet au final, quel genre de film on a imaginé toute son enfance. Je pense que quand on était gamin, on voulait, mais j'ai pas le droit d'en parler, merde. J'appuie sur le bouton. Moi, quand j'étais gamin, j'imaginais à fond l'épisode 1, par exemple, tu vois, c'était le truc. Ou même quand j'étais un peu plus ado, c'était le Parrain 4, tu vois. Genre, le Parrain 4 avec DiCaprio qui joue Sonny, le truc qu'on nous a vendu un milliard de fois et qui est jamais arrivé. Et tu parlais aussi du jeu vidéo. J'y ai joué. J'ai trouvé ça très sympa, notamment le fait que tu te promènes un petit peu, tu vas en mission et avec toi, t'as Bill Murray qui fait des blagues pendant tout le truc. Ça fonctionne très bien en fait. Hein. Et en plus, tu collectes des petits artefacts. Il y a vraiment, le gros problème que j'ai eu avec le jeu, c'est qu'il devient très difficile sur la fin. Mais sinon, c'est vrai que il est sympa, je trouve, au niveau immersion, t'es vraiment dans l'univers de Game of Thrones. T'es vraiment dans l'univers de Ghostbusters quand tu joues au jeu. Je vous le conseille les gens parce que je crois qu'il est ressorti en remasterisé ou un truc comme ça si je me trompe pas. Ouais, il est ressorti en remasterisé. Ouais. La remasterisation est pas forcément top. Enfin, il y a pas mal de petits défauts. Mais après voilà, c'est la seule et unique façon de le voir aujourd'hui sans dépenser une fortune. Ça commence avec le Stay Puft Marshmallow qui attaque et tout. Enfin, on est vraiment dans la redite. Après, tu vas dans l'hôtel, exactement comme dans le premier Ghostbusters. Ouais. Je crois que tu vois la libraire aussi. En gros, ça coche toutes les cases. Mais en tant que jeu vidéo, après, ça heureusement, fonctionne. On part sur autre chose, ouais. Voilà. Mais comme tu dis, c'est un jeu vidéo, donc c'est attendu. Et le truc, c'est que tu joues à un mec qui ne parle pas aussi. Donc c'est vrai que tout le monde a des conversations. Ouais, et alors, toi, ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Je sais qu'elle a été pas mal critiquée à l'époque parce que le mec, en fait, comme tu l'as dit, ne parle pas. Mais ce truc-là, en fait, permet de vivre une espèce de fantasme, en fait, qu'on a tous eu à l'époque, c'est d'être le 5e chasseur de fantômes. Ouais. Donc, en fait, on est le bleu de l'équipe et on se fait vanner essentiellement par Bill Murray. Mais on est un chasseur de fantômes parmi les 4 chasseurs de fantômes originels. Et là, il y a le petit Mathieu de 10 ans là qui a surkiffé au possible ce truc-là parce que enfin j'avais manette en main une expérience que j'ai rêvé un bon paquet de fois quoi. Il y avait des heures et des heures et des heures de dialogue, tu vois. Si tu veux retrouver un petit peu Harold Ramis, joue au jeu parce que tu passes ton temps avec. Ouais. Et c'est avant qu'ils commencent tous à avoir des voix de vieux, donc t'as vraiment l'impression que c'est les Ghostbusters des années 80 en plus dans leur manière de parler. Même au niveau du doublage français, on retrouve la plupart des voix originelles quoi. On retrouve Richard Darbois pour Estans. Je crois que c'est un des derniers doublages de Menondo avant son décès. On retrouve aussi le doubleur de Egon Spengler, enfin de Harold Ramis, pardon. Bernard Murat qui faisait la voix de Bill Murray dans SOS Fantôme 1 et 2. Et dans, je crois, La Petite Boutique des Horreurs aussi, qui est à la retraite depuis un petit moment, donc il a pas repris le truc, mais c'est quelqu'un qui limite
pas trop mal. Là où ça me gêne un peu plus, c'est dans les 2 derniers films, donc dans L'Héritage et La Menace de glace, où là c'est le doubleur en fait attitré de Bill Murray qui prend la suite, et je trouve que ça crée une espèce de petit décalage. Après voilà, c'est un détail, tout le monde s'en fout, mais moi ça me chagrine encore un petit peu. Et une fois, j'étais à la Paris Comics Expo, ou Manga à Paris, c'était quoi déjà le nom de cette expo, je sais plus. Et il y avait la Ecto One qui était là avec des mecs déguisés et tout. Ouais. Donc en effet, mais tu voyais que c'était des mecs de la génération, pas ma génération, mais un peu plus au-dessus, quoi. Tu vois. Ouais. Mais il y a quelques années, il y avait Dan Aykroyd qui avait, elle est en face de moi. Il y a Dan Aykroyd en fait qui était venu à Paris pour vendre sa vodka là, qui commercialisait dans des crânes. Oui. Voilà, donc moi j'en ai récupéré un, et moi j'étais pas à Paris en fait à l'époque, c'était ma copine qui m'a récupéré ça, et du coup il est arrivé dans le lieu en fait où tu pouvais récupérer donc les crânes de vodka, au volant du Necto 1 qui est reparti avec les sirènes et tout, et donc t'as quelques personnes qui ont filmé le truc, donc tu peux le voir sur YouTube. Mais putain, mais j'aurais donné un rein pour être présent à ce moment-là, ne serait-ce que pour voir Dan Aykroyd au volant de Ecto 1 avec les sirènes qui hurlent et tout. Ah putain, ça aurait été trop bon. Dan Aykroyd, il est complètement perché comme mec. Hein. Oui, il est perché, et surtout ce truc de fantôme, c'est basé sur un truc de sa famille. De sa famille, ouais, de son père et tout. Ouais, ça date de plusieurs générations de chasseurs de fantômes dans leur tête. Oui. Et il est fasciné par vraiment beaucoup de choses. Ça part un petit peu limite en théorie du complot par moment. Ouais. Mais ça reste bon enfant. Donc tu vois, il est perché, mais ça reste bon enfant. C'est pas et surtout il est drôle parce que partout où il va, il ramène son crâne de vodka qu'il essaie de vendre à tout le monde. Ouais. C'est vraiment son truc, qui passe son temps à parler de son crâne de vodka. Et donc ma critique du film sur Letterboxd, c'était, je pense que c'est une arnaque pour vendre des crânes de vodka. Je pense que ce film est une arnaque pour vendre des crânes de vodka. Mais après le truc, c'est que effectivement, je pense qu'il est pas tout seul dans sa tête, même si c'est quelqu'un qui a l'air d'être très gentil. Mais je lui en tiens absolument pas rigueur, parce qu'il a juste inventé 2 des trucs les plus cool que j'ai pu faire dans les années 80-90. C'est non, c'est pas ça que je pensais. C'est forcément SOS Fantôme, mais c'est aussi Blues Brothers quoi. C'est lui qui est derrière ça, et putain, ça c'est le derrière SOS Fantôme, c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie quoi. Blues Brothers, c'est encore plus pour moi encore un meilleur film que Ghostbusters. Et j'aime déjà beaucoup Ghostbusters, mais pour moi Blues Brothers, ça se classe parmi les meilleurs films. C'est vraiment un film que il est parfait. Si t'aimes la musique et tout, enfin c'est vraiment un film parfait. Ouais. Donc parlons d'Afterlife un petit peu. Un film qui a divisé, hein. Pas autant que celui de 2016, hein, on va pas non plus, mais qui a divisé dans le sens où les critiques n'ont pas forcément aimé, alors que le public lambda a un peu plus aimé, et surtout les fans de la première heure ont quand même vachement bien aimé. Ils ont adoré, hein, les fans de la première heure, c'était le film qu'ils attendaient le plus au monde. Alors que moi, par exemple, j'ai été moi ce film m'a plus mis en colère qu'autre chose. Que j'ai pas forcément ressenti de la colère là en regardant celui-là, j'ai pas forcément ressenti de la colère en 2016. Mais sur Afterlife, j'ai vraiment eu, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'ils essaient de tirer sur les cordes et ça ne fonctionnait pas, tu vois. De mon point de vue, il y avait un trop plein de nostalgie, avec aussi des personnages qui n'étaient pas forcément intéressants, à part peut-être la petite fille Phoebe. Et la fin est complète, n'est pas méritée du tout. Enfin, tu te retrouves avec des clins d'œil pas possibles, même méchants que le premier, les anciens qui reviennent, qui servent à rien, avec un fantôme d'Harold Ramis. J'ai trouvé ça que ça manquait de goût total. Donc voilà, j'ai fait mon petit monologue sur ce film. Maintenant, tu peux me dire tout le bien que tu en penses. Voilà, parce que j'ai l'avis peut-être pas diamétralement opposé, mais j'ai beaucoup de points en fait qui sont pas tout à fait raccord avec les tiens. Quand a été annoncé donc un vrai entre guillemets SOS Fantôme 3, j'étais comme un dingue, parce que pour moi c'était acté que ce truc-là ne se ferait jamais. Mais d'un autre côté, je continuais quand même en fait à espérer que ce truc-là se fasse un jour. Je continuais aussi à rêver d'un SOS Fantôme 3, même si c'était moins régulier que dans les années 90. Mais voilà, il y avait une espèce de sentiment de quelque chose qui a pas été jusqu'au bout, quelque chose qui a pas été achevé quoi. Quand j'ai vu que c'était Jason Reitman, c'est le fiston de la réalisation du film, c'est le fiston. Et je me suis dit putain, mais qui de mieux placé pour comprendre ça et pour comprendre cette espèce de trucs pas finis qui nous empêchent en fait de tourner la page et de passer à autre chose. En ça, je trouve que le film, il est à la fois très réussi parce qu'il est beaucoup plus dramatique, il est moins dans la gaudriole, dans la comédie en fait que les 2 premiers, malgré le fait qu'il s'appelle L'Héritage
et qui réalise aussi cette espèce de fantasme dont on a déjà parlé en fait par rapport aux jeux vidéo. L'héritage, c'est le titre français, faut quand même préciser. C'est le titre français, ouais. Voilà, c'est pas. Mais je trouve que pour une fois, c'est un bon titre parce que cette espèce d'héritage et de transition qui peut s'effectuer entre une génération et une autre, c'est quelque chose qu'on a tous rêvé quand on était gamin et que j'ai adoré vivre à travers le jeu vidéo de 2009, c'est-à-dire être un membre des SOS Fantômes. Tu te rappelles quand ils avaient dit que c'était Ben Stiller qui allait reprendre le truc avec Jack Black, enfin il y avait une liste d'acteurs à un moment, Will Ferrell aussi, il y avait un moment comme ça où dans les années 2000, on disait c'est sûr et certain Ghostbusters ça va être une nouvelle équipe avec les anciens et que ce sera Ben Stiller, Will Ferrell. Franchement quand tu dis quand tu vois le casting, tu te dis ça aurait été un des meilleurs films de l'histoire. mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça à cette époque-là, il y a eu beaucoup de rumeurs. Bah en fait ouais, c'est bien que tu le dises parce que je l'avais complètement oublié. Ouais. Mais oui, effectivement, ça aurait été quelque chose de très différent. Là, quand le film est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont dit le problème principal de Afterlife, donc SOS Fantôme l'héritage, c'est que il ne raconte rien de neuf, il ne sert pas à grand chose, et que c'est surtout une espèce de foire à la nostalgie. C'est limite, c'est nostalgia porn, quoi. C'est vraiment, il y en a dans tous les sens. Tu t'imagines, est-ce qu'il y a le Bibendum Chamallow gagné? Il y en a des dizaines qui font n'importe quoi. Les chiens de l'enfer, poum, ils sont là. Gozer, tac, il est là aussi. T'as plein de clins d'œil, t'as plein de références à des dialogues, à des machins issus du premier film. Et t'as l'impression que ce film-là, en fait, a été pensé comme une espèce de gigantesque hommage au film, donc, qu'a réalisé, donc, le père de Jason Reitman, Ivan Reitman. Et que Jason en fait est rentré là-dedans limite en s'essuyant les pieds, quoi, genre attention, faut rien bousculer, il faut rien tenter de neuf et tout, faut se prosterner devant ce qui a été fait en 1984, tu vois. Et en vrai, on peut avoir cette impression-là, on peut avoir l'impression que le film ne tente pas forcément grand-chose. Or, je trouve que c'est pas totalement vrai parce que après 3 films en comptant donc le remake de 2016 qui se passent tous à New York, qui sont tous plus ou moins basés sur la même structure, on l'a vu, c'était le principal problème de SOS Fantôme 2, et qui commençait aussi un petit peu à tourner en rond parce que voilà les chasseurs de fantômes qui partent de rien ou presque, qui galèrent, puis d'un seul coup tac, il y a des fantômes qui arrivent, hop, ça devient des méga stars. Ensuite il y a un problème, ils résolvent le problème, et à la fin il y a un gros monstre qui marche sur la ville, et puis à la fin ils sont célébrés comme des héros. Bon, ok, très bien, mais bon, ça faisait déjà 3 films qu'on a eu ça. Là, le fait de transposer l'action non pas en ville mais à la campagne avec des nouveaux personnages, et surtout de mettre en scène des gamins, chose qu'on rêvait de voir et même de vivre quand t'étais un gamin fan des SOS Fantômes en fait à l'époque, je trouve que c'était une très bonne idée. Le fait aussi de mettre quelqu'un qui avait, c'est même plus que de l'admiration en fait, c'est le mec, c'est pas juste un fan des SOS Fantômes, Jason Reitman, c'est le mec qui a vécu les SOS Fantômes. Pour rappel, en fait, il était né au moment où le premier film s'est tourné en 84. Il a un petit caméo dans SOS Fantôme 2, c'est lui en fait qui dit à Ray dans l'école au début, mon père pense que vous êtes des putains de fouineurs ou je sais plus quoi. Bref, il le vanne. Ouais. Des putains de ringards. Non, c'est pas ringard. Enfin bref, j'ai plus. Des putains de frimeurs, voilà. C'est Jason Reitman. Et donc, cette espèce de deuil en fait que nous, en tant que fans des SOS Fantômes, on n'a jamais pu faire suite à la mort de Harold Ramis et cette espèce de 3e film qu'on n'aura jamais. En fait, je m'imagine que pour lui, ça a dû être pire parce que lui, c'est pas juste le deuil de quelqu'un qui n'a jamais vu. Lui, en fait, ça faisait partie de sa famille, quoi. Et ce mec, en fait, a vécu avec ce truc-là, en fait, en permanence. Et quand tu lui posais la question, est-ce que parmi les projets que vous avez envie de faire, il y aurait un 3e SOS Fantôme, le mec lui dit mais non. Et au bout d'un moment, il a commencé à rêver à une gamine, donc qui plus tard sera Phoebe dans SOS Fantôme 3, qui ouvrait en fait la porte d'une grange et qui dedans tombait sur des vieilles affaires pleines de poussière, en fait, ayant appartenu aux Ghostbusters en fait originaux, quoi, ceux des années 80. Et à partir de là, en fait, va se créer donc le scénario de SOS Fantôme l'héritage, qui est une espèce de manière aussi de boucler la boucle. Et je trouve que même si ça peut paraître décevant qu'on revienne un petit peu sur ce truc avec Gozer, encore les chiens de l'enfer et compagnie, je pense que c'est une façon pour Jason Reitman en fait de boucler ce truc-là, de revenir en fait à la source et symboliquement en fait de passer à autre chose. Ce truc-là sera évidemment contredit avec la menace de glace, là c'est pour ça que le film m'énerve aussi, et c'est surtout aussi pour lui, je pense, une manière de faire le deuil de Harold Ramis. Alors il y a beaucoup de personnes en fait qui ont trouvé la scène finale absolument ridicule. Je suis pas du tout de cet avis, mais en même temps, je suis pile la cible. C'est-à-dire que si pour la personne qui va voir SOS Fantôme l'héritage, il n'a pas forcément d'affect particulier avec la saga, c'est-à-dire qu'il la connaît mais il s'en fout un peu,
effectivement que cette scène va lui sembler ridicule. Si la personne n'en a rien à foutre des SOS Fantômes, là aussi il va trouver le temps long. Si par contre on est dans mon cas, c'est-à-dire qu'on a été marqué profondément par cette saga, malgré tous les défauts qu'elle peut contenir, cette scène en fait, elle tape pile là où il fallait. C'est-à-dire que ce moment de deuil en fait, parce que SOS Fantômes l'héritage pour moi c'est ça, c'est un film sur le deuil avant d'être une célébration de la nostalgie. C'est pas tant un film sur la nostalgie qu'un film sur comment la célébrer en fait une dernière fois. C'est-à-dire que c'est pas on la célèbre pendant 1h20, c'est la foire, c'est n'importe quoi. Non, c'est on la célèbre une dernière fois afin d'en faire le deuil. Et le deuil s'effectue en fait à la fin du film, au moment où on voit ce que moi j'ai rêvé pendant des années, c'est-à-dire Harold Ramis qui revient sous la forme d'un fantôme et qui nous permet en fait de faire le deuil de ce truc-là, tu vois, ce fameux Fantôme 3 qu'on n'aura jamais. Excuse-moi, mais moi en tant que fan, hein, comme je te disais, j'adore Harold Ramis quoi, quand même. C'est Stripes aussi. Harold Ramis, ça fait moi il y a des films que j'adore. C'est un mec en plus. Quand on est comme moi, gamin avec des lunettes et tout, enfin c'était mon Ghostbusters quoi, tu vois, c'était celui que je voulais être. Ah mais bien sûr. J'ai vraiment très mal vécu cette scène dans le sens opposé, au point où je me suis dit ils viennent chercher tes larmes, les émotions, soi-disant rendre hommage, mais moi j'aime pas qu'on ressuscite des acteurs dans les films. C'est un truc qui en général j'aime pas du tout. C'est vraiment quelque chose, ça peut être dans n'importe quel film. Même le rajeunissement, vieillissement, etc. Tant que c'est pas bien fait, pour l'instant, je vois pas non plus l'intérêt. Mais là, avec Harold Ramis, je sais pas, j'ai failli me lever et me barrer, en fait. J'ai eu vraiment un sentiment de dégoût en voyant cette scène. Et donc, c'est marrant que toi, t'as plus été comme les autres femmes, comme la plupart des fans, tu vois, qui ont vraiment adoré ça. Mais c'est marrant comme une simple scène qui dure pas si longtemps que ça peut avoir des réactions aussi différentes de personnes différentes. Pour te dire, ça reste controversé pour moi quand même comme scène quoi. Je comprends, ouais. Je comprends que ça soit controversé, mais pour te dire, je l'ai vu 3 fois en salle et 3 fois, il y a des personnes qui chialaient, tu vois, et moi le premier. Et quand les lumières se rallumaient, je regardais en fait les personnes qui avaient grosso modo ma génération et on avait tous les yeux rouges, tu vois. Donc cette scène fonctionne et comme toi. Je suis pas du tout fan des trucs de rajeunissement ou d'aller foutre une copie en image de synthèse en fait d'un acteur qui est décédé. Mais dans le cas d'Harold Ramis, et encore une fois, étant donné que SOS Fantôme, l'héritage, c'est pour moi une façon de célébrer une dernière fois cette nostalgie propre aux années 80 et à SOS Fantôme en l'occurrence. Il fallait qu'il y ait quelque chose de correct d'effectué vis-à-vis d'Harold Ramis et pas juste un simple buste à la con posé à l'arrière-plan dans SOS Fantôme 2016, tu vois, ça c'était nul à chier. Le fait qu'il y ait une scène en fait qui soit dédiée entièrement à Harold Ramis où on le voit littéralement partir, moi si tu veux, ça paraît con, hein, dit comme ça, mais moi ça m'a aidé. Ça m'a aidé en fait à faire le deuil de ce truc-là, à faire le deuil de Harold Ramis en tant que personne, tu vois, personne que je n'ai jamais connue, tu vois, c'est paradoxal. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, voilà, j'ai enterré mon enfance en fait, elle s'est terminée à ce moment-là. Maintenant, j'ai passé à autre chose. Et c'est aussi pour cette raison que j'en ai absolument rien à foutre de SOS Fantôme, la menace de glace, parce que pour moi, SOS Fantôme, c'est une trilogie, même si ce 3e épisode est très différent des 2 premiers, même si à première vue, il donne l'impression de ne faire que citer, en fait, de ne faire que des clins d'œil au premier film. Je trouve qu'en fait, il le fait d'une certaine façon où, avec le recul, et surtout vu ce qu'est SOS Fantôme 4, donc la menace de glace, tu comprends que c'était, si tu l'as entre les lignes, une espèce d'ultime célébration de quelque chose afin de mieux l'enterrer et passer justement à autre chose derrière. Le problème, c'est que ça a donné la menace de glace, et ça, on va en parler. Parlons-en. Le truc contredit absolument tout ce qui a été dit avant, quoi. Parlons-en maintenant qu'on a un peu fait le tour du passé de SOS Fantôme. Moi, j'ai envie de te dire, si t'as vu les gens avec des yeux rouges, c'est parce que Rick Moranis n'est pas dans le film. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle les gens étaient entrés en larmes à la fin. C'est qu'ils attendaient quand même le petit caméo de Rick Moranis. Mais bon, il est à la retraite, on va le laisser tranquille au Canada. Il est tranquille, il est bien. Donc, une des grosses inspirations derrière La menace de glace, c'est le dessin animé des années 90 dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, le personnage où c'est un Anglais blond qui est avec des lunettes, qui est un hommage au Spengler du dessin animé, qui est blond avec des petites frisettes là. Ouais. Je sais pas pourquoi dans le dessin animé ils ont décidé d'avoir des personnages qui ressemblent aussi peu à...
Enfin, c'est surtout Spengler, je sais pas pourquoi ils sont partis. Même Janine aussi n'a rien à voir dans le dessin animé et dans le personnage dans La menace de glace. Oui, il est vraiment calqué sur le Egon en fait de la série originale. Mais dans la série originale, il y avait aussi des volontés de se démarquer des films, même si quelques épisodes de la série en faisaient quand même pas mal référence. Il y a notamment un épisode qui se passe juste après la victoire des Ghostbusters contre Gozer, donc à la fin du premier film, où tu les vois en fait arriver avec leur tenue originale, donc beige un peu gris là, et Janine en fait qui leur dit voilà, les nouvelles tenues sont arrivées, et tac, ils enfilent leur tenue avec des coloris différents. Tu comprends aussi comment Slimer, c'est pour les jouer, ouais. Tu comprends aussi comment Slimer, donc Bouffe-Tout en français, est arrivé dans la caserne. Et c'est aussi pour ça que tu le retrouves dans SOS Fantôme 2. Et SOS Fantôme 2 aussi qui prend aussi en compte pas mal d'éléments de la série. C'est notamment une des raisons qui explique le fait que Janine change complètement entre le premier et le second film. Et que dans le second film, elle ressemble en tout cas beaucoup plus à la Janine un peu cartoon qu'il y avait dans le dessin animé, quoi. Donc La menace de glace qui a un budget de 100 millions de dollars, qui est 25 millions de plus que le premier. Donc beaucoup d'effets spéciaux dans le film hein, quand même. Mais ils ont pas à ressusciter un des mecs non plus, donc je sais pas, ou peut-être aussi que Paul Rudd a demandé plus d'argent, hein, on sait pas, ou Bill Murray, c'est peut-être le cachet de Bill Murray, 25 millions, tiens. Et au box-office, pour l'instant, ça fait 200 millions pour l'instant. Donc ça fait aussi bien que le film précédent, et c'est pas fini d'être exploité, quoi. Donc je pense qu'on aura un troisième film. Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, parce que au bout d'un moment, faut quand même, enfin, c'est ce que je disais, enfin, moi, à titre personnel, le deuil, entre guillemets, de ce machin, je l'ai fait, tu vois, mais d'un autre côté, enfin, comme je disais tout à l'heure, cette idée de chasseur de fantômes, il y a tellement matière, en fait, à exploiter avec une idée pareille que, bah, forcément, t'as d'autres histoires à raconter, t'as d'autres trucs, en fait, t'as d'autres terrains à explorer, mais, ouais, enfin, il y aurait peut-être fallu, enterrer ce truc de faire revenir systématiquement les anciens chasseurs de fantômes et faire une transition vers la nouvelle équipe, mais pour de bon, quoi. Et arrêter de faire des caméos et des machins et des petits coucous de l'ancienne équipe. Ouais, ça fait plaisir de voir Ray en fait dans sa petite librairie là. Ça fait plaisir de voir Winston en fait qui a repris les rênes du truc. Ça fait plaisir de voir Bill Murray, même si bon, il a pas l'air d'être très très impliqué. Et puis surtout on le voit 5 minutes, quoi. Il est là. Oui, c'est sympa, mais pour que les choses avancent pour de vrai, il faut arrêter, quoi. Enfin, tout avait été dit à la fin de SOS Fantôme l'héritage, et ce qui se passe en fait dans la menace de glace, c'est un contresens total. Même si je les adore, hein, encore une fois, c'est les héros de mon enfance. J'avais fait le deuil de ce truc-là, j'avais fait le deuil d'un SOS Fantôme 3. Je veux pas les revoir en sous-régime dans un SOS Fantôme 4. Non, ça m'intéresse pas. Tu vois là, par exemple, il y a eu Matrix Resurrections. Moi, c'est ma saga préférée, Matrix. J'ai fait le deuil avec Matrix Resurrections. Tu vois. C'était le film parfait pour moi pour faire le deuil. Et là, il y a 3 semaines, ils ont annoncé Warner Bros fait un nouveau Matrix. Oui. Et je me dis mais pourquoi tu comprends ma douleur. Voilà. C'est pénible. tu sais que tu vas aller le voir, tu sais que tu vas être en salle le premier jour, mais tu sais qu'aussi il y a pas mal de choses dedans qui vont t'énerver, quoi. Je le sens déjà. Mais une petite note quand même, c'est que le film est sorti 40 ans après le film original. Voilà, pile poil presque. Ce qui est fou de se dire qu'une saga comme ça qui a commencé avec des gars du SNL, Bill Murray devait même pas être dans le film à l'origine, c'était Belushi qui devait être dans le film. Et au final, des années plus tard, ça fait 200 millions au box-office avec Paul Rudd dans le rôle principal. Enfin, en tout cas, c'est Paul Rudd qui est mis sur l'affiche en premier, alors que c'est pas c'est Phoebe le personnage principal, on est d'accord. C'est totalement Phoebe. Voilà, Paul Rudd, il sert à rien. Enfin, vraiment, il est. Dans le film précédent, on passe encore, mais là. Regarde l'affiche, il est sur le devant et elle est derrière, quoi. Tu te dis, c'est pas normal, ça devrait être elle, c'est son film. Ouais. Oui, enfin, vraiment, elle écrase littéralement tous les autres membres du casting. Enfin, c'est vraiment, il y a pas photo, quoi. Les meilleures scènes, c'est elle. Le meilleur personnage, c'est elle. Enfin, ça, on le savait depuis le film précédent, mais sans elle, enfin, vraiment, il y a plus rien, quoi. C'est ce que je disais, hein, si je me souviens, quand on a fait le film précédent, je disais que la seule bonne chose du film, c'était Phoebe. Non, je serais pas d'accord avec ça, mais effectivement, c'est une très bonne chose, ouais. Trois ans après les événements du film précédent, les Spengler et Paul Rudd sont là. Finn Wolfhard passe tout le film à dire qu'il est un adulte, au cas où on n'était pas sûr. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle équipe, de cette nouvelle génération? Est-ce que tu as un préféré dans le tas en dehors de Phoebe, on va dire comme ça, on est d'accord? Est-ce que c'est Podcast? Est-ce que Podcast est ton préféré?
étant donné que tu fais des podcasts, est-ce que podcast est ton préféré? J'aurais bien aimé. En vrai, j'aurais beaucoup aimé que ça soit mon préféré, mais le problème, c'est qu'il n'existe pas. Non, il existe pas. Dans le précédent film, c'était un personnage qui était sympathique, tu vois, il était rigolo. Le petit dialogue qu'il a à la fin avec Ray, comme quoi c'est le seul auditeur de son podcast. Ça, tu vois, je trouvais ça marrant. Mais dans ce film-là, juste, il n'existe pas. Un des problèmes majeurs qu'il y a dans SOS Fantôme, la menace de glace, c'est le fait qu'il y a juste trop de personnages. Ouais, c'est qui et aussi? Il y a absolument la fille, pas le temps d'exister, quoi. Il y a la fille qui est avec eux aussi. Elle était là dans le premier, elle, je me rappelle plus. Et oui, la copine de... La pote de podcast, là, je sais pas, ou la pote de Finn, je sais pas exactement. Elle la aussi, Finn, pareil, on lui donne rien à faire pendant tout le film. Elle et podcast, ils sont complètement mis sur le côté et tu sais pas vraiment pourquoi ils existent, en fait, ces personnages. Et effectivement, il y a trop de personnages. Alors, si t'as vu SOS Fantôme, l'héritage peu de temps avant, bon, tu te rappelles des personnages, donc il y a pas de souci. Mais pour quelqu'un pour qui le souvenir du film est très flou et qui en plus n'a pas vu les films originaux, enfin, il y a une avalanche de personnages. Enfin, t'as Janine qui débarque, c'est jamais introduit, qui sait pourquoi, comment elle est là, tu vois. C'est vrai. T'as Bill Murray qui vient faire coucou, le temps de 2 scènes de merde. Tu as Winston et Ray. Enfin, ok, tu vois, si tu connais tes classiques, tu sais très bien qui sont. Winston et Ray, c'est encore un petit peu expliqué dans le film précédent. Winston et Ray, c'est justement des anciens, c'est les seuls qui sont un peu développés, je trouve, au niveau de personnages. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, si t'as pas vu les vieux Ghostbusters, mais qui est Janine, qui est cette nana avec les lunettes là qui se pointe, qui est ce personnage, quoi. Mais même Winston et Ray, d'une manière générale, toute l'ancienne équipe, elle aurait parfaitement pu rester sur la touche, oui, que ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Ça aurait même amélioré le film. Et je dis ça encore une fois alors que je suis fan de ces gars, tu vois. Là, c'est juste du fan service pour du fan service et toutes les critiques qui, à mon sens, étaient injustifiées qu'on pouvait faire sur le film précédent, là, pour le coup, font parfaitement sens. On parlait de podcast et de l'autre personnage, je me rappelle même pas comment elle s'appelle. Mais Finn Wolfhard, par exemple, son personnage n'est pas défini, il ne sert absolument à rien. Même dans le film précédent, c'était vraiment le personnage qui était mis de côté. Et là, il n'apporte rien. Même Carrie Coon, qui est une des meilleures actrices de sa génération, qui est géniale, Carrie Coon. Elle l'a encore une fois mise de côté. Dans le film précédent, il y avait au moins le lien avec son père, etc. Là, dans ce film-là, elle est complètement mise de côté. Et on se retrouve avec Paul Rudd qui a cette sorte d'arc. Il faut que j'apprenne à dire il faut que j'apprenne à être un beau-père, en fait. Voilà, c'est ça son arc, en gros, à Paul Rudd. Et ouais, au final, il n'y a pas vraiment de personnage auquel s'accrocher. Et en tant que fan, j'étais content dès qu'il y avait Ray, dès qu'il y avait Winston, parce qu'au final, c'est les seuls personnages qui ont un peu de vie, j'ai l'impression. Ouais, en dehors de Phoebe, et encore Phoebe, on en parlait, Phoebe, il y a des gros problèmes dans sa caractérisation dans ce film aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais mais il y a des trucs qui ne vont pas du tout avec ce personnage. C'est un gros problème parce que quand tu aimes Ghostbusters, tu aimes les personnages avant d'aimer les Proton Pack, avant d'aimer la Ecto-1, avant ceci. T'aimes bien Ray parce que c'est un loser, mais il s'y connaît dans l'ésotérique. T'aimes bien Bill Murray parce que c'est Bill fucking Murray, quoi. Et Egon qui est là pour les nerds, quoi, qui est là pour les geeks, et qui en même temps, ça a ce petit côté sarcastique un petit peu dans sa manière de parler. Il est toujours, tiens, un petit sourire de coin quand il y a un truc. Ils sont tous définis. Je pense aussi que c'est justement pour ça qu'une partie d'entre nous, en fait, ont été peut-être pas incapables, mais ont eu énormément de mal, en fait, à faire le deuil de Harold Ramis. C'est que il nous représentait d'une certaine façon. Quand tu regardais SOS Fantôme, évidemment que t'essayais de t'identifier, en fait, à Bill Murray parce que c'était le plus cool, il avait du bagou, machin, tout ça. Pour avoir été un gamin qui s'intéressait plus, en fait, aux magazines et aux trucs scientifiques et aux films, aux jeux vidéo, qu'à courir après un ballon de foot à la con, tu vois. Bah, évidemment que je me sentais proche d'un gros nerd, en fait, comme Egon dans le film, tu vois. Et c'est aussi ça qui a fait que, tu vois, il y a eu un truc qui a été dur à consolider derrière. Dans SOS Fantôme l'héritage, j'ai pas beaucoup de personnes à qui me raccrocher, tu vois. Enfin, non, c'est creux, quoi. Au niveau des personnages, c'est très creux. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est vraiment basé. Faut pas oublier qu'SOS Fantôme à l'origine, c'est avant tout une comédie et c'est basé sur le dialogue. C'est des petites phrases, c'est des petits trucs. C'est vraiment c'est comédie-dialogue. Et c'est ça qui faisait le charme de Ghostbusters. Là, le seul ressort comique du film, parce qu'avant il y avait podcast, mais là il est vraiment pas présent, c'est censé être Paul Rudd. Est-ce qu'il est si drôle que ça dans ce film, Paul Rudd, par rapport à d'autres films dans lesquels on l'a vu? On l'a vu dans des films où il est plus drôle, Paul Rudd, quand même. Même dans Ant-Man, il est plus drôle, tu vois. Oui, là, il y a rien, quoi. Non, c'est dommage.
quand même de ne pas être capable d'écrire des personnages mémorables. Par exemple, je sais que dans 2 mois, Phoebe, j'aurais limite oublié son prénom, quoi. Alors que c'est quand même un bon personnage. Mais c'est juste qu'ils sont pas... c'est pas des personnages qui sont mis en avant par le dialogue, contrairement aux anciens. Et ils sont pas iconisés non plus des masses. Enfin, ils essaient de les iconiser, mais ça ne marche pas forcément, je trouve. Alors qu'avant, ça se faisait naturellement. C'était, on est iconisé, à la fin, Ray, il allume sa cigarette. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est en même temps new-yorkais. C'est très new-yorkais aussi. Là, en l'occurrence, il retourne à New York. Donc, logiquement, ça devrait faire plaisir aux fans. Mais ça ouvre aussi la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tu retournes à New York. Mais ça même veut dire ça, que... tu vois, c'est un truc qui va pas. Ouais. Le fait qu'il retourne à New York, évidemment, ça fait plaisir aux fans parce que voilà, tu revois des lieux ou des personnages qui étaient déjà présents dans les précédents films. Mais sur le moment, ça sert à rien, quoi. Voir le méchant du premier film être devenu le maire et être présent juste le temps de 2 scènes pour dire je vous déteste les fantômes, il y a 40 ans derrière, je vous déteste, 40 ans après je vous déteste toujours autant, vous êtes des cons et tout. Non, ça sert à rien. Tout le passage dans la bibliothèque ne sert à rien, si ce n'est à caser. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de clins d'œil qui sont complètement vides. Il y a Walter Peck qui est là, qui est devenu maire, j'ai écrit, je comprends pas trop ce caméo et c'était le premier, hein, donc il y a les mini marshmallows là aussi. Ça reste quand même un gros clin d'œil. Oui. Voilà, en plus ça vend des jouets et ça fait plaisir dans la bande annonce, tu les mets partout. Donc encore surtout que scénaristiquement ils n'ont aucun sens en plus. Janine. Mais ça c'est un problème de SOS Fantôme l'héritage. Le marshmallow à la base en fait c'est la manifestation, enfin c'est la représentation qui a choisi pour que Gozer en fait arrive et tente de détruire New York. Donc à partir du moment où cette forme de Gozer meurt, Gozer en fait il revient sous sa forme originelle, soit sous une autre forme. Mais les marshmallows, ils ont plus rien ils ont plus leur place, quoi. Il y a Bouffetou aussi. Et dans SOS Fantôme l'héritage, quand je l'ai vu arriver, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ça n'a pas de sens. Il y a Bouffetou qui est là, et lui, c'est un truc qu'ils ont coupé de SOS Fantôme 2. En fait, dans SOS Fantôme 2, il y avait Louis, Rick Moranis, donc, qui passait tout le film à chasser Bouffetou, et il essayait de l'attirer avec de la bouffe, exactement. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de Finn Wolfhard dans ce film? On n'a qu'à recycler le truc qu'on n'a pas utilisé dans Ghostbusters 2. Et ça, tu sens que c'est une idée de Dan Aykroyd. C'est obligé, c'est une idée de Dan Aykroyd. On nous fait croire même qu'ils vont réouvrir le portail. Enfin, tu sais, le truc où ils mettent tous les fantômes, là. Je sais plus comment ils appellent ça, le SAS. Il y a encore, ça tourne encore autour de ça, alors que c'était déjà le sujet du premier film. Après, si tu regardes un petit peu la série animée, un épisode sur 3, il y a un truc qui se passe avec la chambre à fantômes, en fait, le truc en sous-sol là où il les stocke. Il y a un problème avec ce truc-là, il y a un fantôme qui l'ouvre. Enfin, c'est assez récurrent, quoi, malheureusement. C'est expliqué pourquoi Winston est milliardaire? Non, c'est pas expliqué. Après, le personnage de Winston, c'est un personnage qui a connu beaucoup de changements entre Eddie Murphy, le tout début de l'écriture. Eddie Murphy, c'était parmi les choix d'acteurs que voulait Dan Aykroyd au moment de l'écriture de la première version du scénario. Mais après, quand il a été question de faire le casting, Eddie Murphy, en fait, il était déjà engagé sur le flic de Beverly Hills, qui est sorti quelques mois après SOS Fantôme. Et à aucun moment en fait il a été question qu'il remplace Ernie Hudson, quoi. Mais à la base le personnage de Winston dans le premier film devait arriver bien plus tôt et c'était à la base lui qui devait faire toutes les blagues. Et ce qui fait que le personnage de Bill Murray il servait un petit peu à rien. Et après il y a une réécriture et il a été choisi de faire du personnage de Bill Murray celui qui faisait les blagues, ce qui était peut-être un peu plus logique, et du personnage de Winston un personnage qui arrivait plus tard parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de retravailler donc un quatrième personnage, et d'en faire celui qui a le plus les pieds sur terre parmi les 4. Là on a Egon en fait qui est le cerveau qui part dans des explications, des machins qu'on comprend pas forcément. Enfin à chaque fois qu'on lui pose une question, il répond par une réponse qu'on ne comprend pas 3 fois sur 4. Ray en fait c'est le cœur du truc, c'est lui qui a créé ce fantôme, donc c'est celui qui est tout le temps enthousiaste et tout, qui propose des solutions, tout ça. On a Peter qui est le cynique de la bande et qui est pas forcément du même niveau que les autres, donc c'est le mec en fait qui va se débrouiller en fait avec la tchatch. Et Winston c'est celui qui va aplatir les choses et qui va prendre un petit peu le relais quand les 3 autres en fait commencent à faire n'importe quoi. Mais ça explique pas pourquoi il est milliardaire en fait, quoi. Alors c'est quelqu'un qui aime bien l'argent, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Même dans le premier. Parce que dans le premier effectivement, quand il passe son entretien d'embauche avec Janine qui lui sort toute une série de trucs
complètement dingue auquel il doit répondre oui, je crois en tous ces trucs. Il lui répond contre un chèque avec beaucoup de zéros, je peux croire tout ce que vous dites. Ouais. Et je pense que les mecs se sont dit bon voilà, il aime l'argent, donc il doit avoir un lien par rapport à ça. S'il y en a un qui doit réussir dans le lot, c'est forcément lui, quoi. Et je trouve aussi que c'est une belle façon pour Ernie Hudson en fait de prendre entre guillemets sa revanche. Surtout qu'il a été pas mal dégoûté de ce qui s'est passé par rapport au premier film, entre le scénario qu'il avait lu où il devait apparaître très rapidement dans l'histoire et la version finale où il apparaît à partir de la moitié du film, tu vois. Le fait que au final, ça soit le Ghostbusters auquel on pense le moins, qui se retrouve être à la tête du truc et qui fasse vivre les trois autres, enfin les deux autres en l'occurrence. Symboliquement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant, quoi. Ouais, ça va, c'est pas un mauvais choix, c'est juste que c'est un peu, tu vois, un peu comme ça. Enfin, au moins expliquer, peut-être qu'il a, il a pris les droits de Ghostbusters et il a vendu des t-shirts ou un truc comme ça, et c'est comme ça qu'il s'est fait sa fortune. Après, il y a une petite explication, je crois, alors, je l'ai plus en tête, mais dans la scène post-générique de l'héritage. Il discute un petit peu avec Janine et il lui explique qu'il a fait fortune dans les affaires, je sais plus comment, mais... Ah, ok. Voilà, bon, bah, si c'est expliqué, excusez-moi. Dan Aykroyd qui fait des vidéos sur YouTube, ça m'a fait rire. Il y a au moins un ou deux trucs qui m'ont fait sourire quand même dans ce film. Et ils tournent tous autour de Dan Aykroyd. Je sais pas pourquoi je suis devenu fasciné par lui maintenant avec les années. Qu'est-ce que tu penses du personnage interprété par Kumail Nanjiani, qui devient un élu qui sait manier le feu? Alors, oui et non. Enfin, c'est lui le ressort comique du film en fait maintenant. C'est lui le ressort comique, mais il est jamais drôle. Non, c'est pas. Sur le papier, je comprends le truc de mettre un petit sidekick un peu rigolo comme il pouvait y avoir Rick Moranis dans les deux premiers films. Ouais, c'est pas nouveau ce type de personnage dans un SOS fantôme, mais je trouve que là le mec n'a pas grand chose à défendre, quoi. Enfin, c'est jamais très drôle. L'acteur il fait ce qu'il peut, mais je trouve que c'est encore une fois c'est un problème d'écriture, quoi. Il y a trop de personnages. Et même lui, qui est pourtant un personnage majeur dans l'histoire et dans la résolution du truc, bah il a pas le temps d'exister, quoi. Il est là sans être là. Tu sens qu'ils ont coupé beaucoup de choses en montage par moment, notamment Bill Murray. J'ai vu qu'il y avait des images promotionnelles de Bill Murray où il avait des scènes en solo avec Paul Rudd, par exemple, et elles sont pas dans le film. Donc, à mon avis, il y a dû y avoir pas mal de trucs qui ont été coupés et c'est possible qu'ils se soient dit, bon, on vire les vieux, tu vois. Mais, et au passage... mais dans ce cas-là, il aurait fallu le faire pour de bon. Il aurait fallu les virer en intégralité, quoi, et faire vraiment une passation, quoi. Un truc que je me demandais, Janine, je l'ai vu en VO. C'est moi ou elle fait plus sa voix un peu new-yorkaise, Ghostbusters, tu vois, elle a plus trop cette voix-là, j'ai l'impression. Et je me demande si c'est un choix de Annie Potts ou si c'est ou si personne n'a remarqué. Et en fait, personne s'est dit vous vous souvenez qu'elle avait un accent dans les films précédents? Alors, j'ai pas fait gaffe à ça, mais le problème c'est que le personnage de Janine change beaucoup d'un film à un autre et c'est vrai. D'une saison de série à une autre saison de série. Parce que je crois que c'est entre la première saison et la deuxième saison de la série animée, il y a eu beaucoup de changements par rapport au personnage de Janine, parce qu'elle faisait trop new-yorkaise dans la saison 1 et la chaîne en fait a dit non, enfin vous lui descendez un petit peu la jupe, vous changez son accent, vous la faites comme ci. Ils ont même viré la personne qui l'a doublé dans la première saison pour mettre quelqu'un en fait avec un accent un peu moins prononcé. Ça me surprendrait pas, tu vois, s'il y a des choses qui manquent. J'ai pas forcément fait gaffe à ça, mais Janine elle a jamais vraiment été très gravée dans le marbre en fait. Phoebe est renvoyée de l'équipe car c'est une mineure et elle se retrouve à jouer aux échecs avec Casper le petit fantôme. Beaucoup de choses du film tournent autour de ça. Elle fait des choix très étranges. En gros, elle a une histoire d'amour platonique avec une fantôme. Il y a des bonnes choses, mais en fait, j'ai l'impression que c'est dans le mauvais film. Tu vois, ça aurait dû être dans Casper, ouais. Ça. Tu vois, tout ce qui tourne dans autour Casper de... et voilà. J'ai aussi l'impression que c'est une idée recyclée du premier film. Dans le premier film, il y avait toute une scène qui se passait dans un vieux bâtiment, c'était Fort Detmering, je crois. Et tu voyais donc Ray et Winston aller chasser un fantôme et finalement en fait il n'y avait pas grand-chose. Et Ray s'endormait dans un lit en fait habillé comme une espèce de général, donc avec des épaulettes un peu bizarres là. Et après tu as donc cette fameuse scène du fantôme qui apparaît au-dessus de lui avec la ceinture qui se défait, la braguette qui se descend, tout ça. À la base,
cette scène-là donc a été incorporée dans le petit montage un peu speed là où tu les vois en fait devenir des stars dans le premier film, mais cette scène en fait avec Ray sur le lit et le fantôme au-dessus de lui, ça faisait partie d'une scène qui était beaucoup beaucoup plus longue, et le fantôme qu'on voit en fait devait avoir une espèce d'histoire d'amour avec Ray, et c'était une espèce de fil rouge qu'il y avait dans SOS Fantôme 1, mais ce truc-là en fait a été annulé assez rapidement et a été donc coupé, et Ivan Reitman n'a gardé que cette scène avec le fantôme au-dessus du lit de Ray. Et je pense que en ayant quand même beaucoup de modifications entre ce truc-là et ce qui se passe entre Phoebe et Mélodie dans La menace de glace, que cette histoire d'amour, d'amitié, on sait pas trop, en fait c'est une espèce de truc qui vient du premier film, qui a pas été exploité, mais qu'ils exploitent ici, sauf que comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de place et on a l'impression que ça provient d'un autre film, quoi. C'est pas dans ce film-là qu'il y a un fantôme qui ferait une pie pareille, tu vois. Non. Et d'ailleurs, j'ai vu un tweet qui est passé et qui disait « Je n'arrive pas à imaginer la chanson Ghostbusters exister dans ce Ghostbusters. » Quand tu penses aux années 80, cette chanson, voilà, c'était un hit. Mais en plus, c'était une chanson qui existait dans les films, parce que dans le 2, ils arrivaient avec leur musique, avec leur beatbox, ils passaient la musique je crois qu'ils avaient même des paroles sur la chanson, ils changeaient les paroles si je me trompe pas. C'est une chanson qui a été écrite en hommage aux Ghostbusters. Dans ma tête, c'est comme ça que je l'imagine, que juste après avoir sauvé New York, il y a quelqu'un qui a sorti l'album Ghostbusters. Et dans ce film-là, j'arrive pas à imaginer que cette chanson existe, alors qu'il y a toute une scène où Paul Rudd sort les paroles. Je sais pas comment ils vont traduire ça en VF. D'ailleurs, je n'ai aucune idée comment ils vont faire ça. C'est très mal traduit. C'est très très mal traduit. Ouais, j'imagine. Parce que c'est vraiment, il dit les paroles de Ghostbusters et la scène s'étire, elle est longue d'ailleurs et c'est un peu gênant. Ouais. Au niveau de l'humour, c'est pas trop là. Hein. Moi, j'aime bien me marrer quand même devant Ghostbusters. Hein. S'il y a même pas un moment où je rigole, c'est quand même hallucinant, quoi. Ouais. Après, le précédent film, le fait que ça soit pas une comédie, étant donné les thèmes abordés, étant donné ce que le film cherchait à faire, je peux comprendre. Mais là, non. Là, je me suis très vite dit, ok, on est face à une espèce d'adaptation en film d'un épisode de la série, mais la série était un peu marrante aussi quand même. Donc pourquoi est-ce que je rigole pas, quoi? Pourquoi tout est très long? Pourquoi il y a 150 000 personnages? Pourquoi le film ressort encore les mêmes trucs que je pensais pourtant ne plus voir, étant donné ce qui avait été fait et dit à la fin du troisième film, quoi. Pourquoi il y a ça? Moi, j'ai une théorie qui est simple, c'est que celui de 2016 a tué l'humour dans Ghostbusters. En fait, ils sont trop allés dans l'humour parce que c'était que ça, c'était une grosse comédie, celui de 2016. Il y avait rien de sérieux du début à la fin. Ils sont tellement partis dans cette direction, ça a tellement été détesté par tout le monde, par tous les fans, etc., qu'ils ont décidé, maintenant, on ne fait plus de comédie avec Ghostbusters. Et c'est dommage. Alors après, il y a un petit truc aussi qui est pas forcément très connu, parce que parmi les critiques qui ont pu être faites au Ghostbusters de 2016, donc au remake, il y a le fait que le film était grossier, était pro de pipi caca, voilà. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'était un petit peu le cas du premier SOS Fantôme. Il y a beaucoup de scènes qui ont été censurées, enfin pas censurées, qui ont été coupées, qui ont dégagé du montage, dans lequel il y avait des blagues qui étaient des fois un petit peu, enfin très ancrées dans les années 80, on va dire. Avec, il y a notamment une scène en fait avec des fantômes qui apparaissaient et qui mettaient des mains au cul aux meufs et qui arrachaient des chemisiers, enfin ce genre de truc, tu vois. Alors le Rami, ça fait bon, ça c'est peut-être un petit peu collégien, un petit peu humour d'ado, quoi. Donc ça va dégager. Il y avait un couple aussi qui passait une nuit à l'hôtel avant que le mari ne se lève et constate qu'il y avait Bouvetou qui était dans la salle de bain, et tu comprenais très vite en fait ce qu'il venait de faire. Enfin, il y avait pas mal de blagues en fait qui étaient en dessous de la ceinture. Celle qui restait, c'est évidemment celle dont on a parlé il y a 5 minutes, donc Ray allongé sur le lit avec le fantôme au-dessus de lui. Mais voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Ghostbusters, ça n'a pas du tout été pensé à la base comme un film pour enfants. C'était une comédie dans la lignée de celle qu'avait pu faire avant Ivan Reitman et puis même Harold Ramis. Donc il y avait de temps en temps des blagues qui étaient un petit peu en dessous de la ceinture, quoi. C'est après, à partir du moment où la série, à partir du moment où le film a cartonné et qu'il y a une série télé conçue pour des enfants, que dans le 2, ils ont d'une part arrêté de fumer, et deuxièmement qu'il y a eu moins de blagues en fait à ce niveau. Et quand SOS Fantôme 2016 est arrivé et a mis les potards à fond à ce niveau-là, oui, il y a des personnes qui ont trouvé ça limite en fait pour des gosses, qui ont râlé. Mais le truc, c'est que n'oubliez pas qu'à la base, SOS Fantôme, c'était aussi ça. Sauf que eux, au moins en 84, ils ont eu l'intelligence de ne pas garder ça au montage.
Là, ce que le film essaie de faire dans beaucoup de scènes, c'est du suspense et de l'horreur, en fait. Enfin, de l'horreur entre guillemets, hein, j'ai envie de dire. C'est de l'horreur light. Oui. Maintenant, c'est un peu ça, Ghostbusters, en fait. C'est plus une saga, pas horrifique, mais qui se veut horrifique, accessible. Enfin, moi, je trouvais que c'était c'était une des choses que j'aimais dans les Ghostbusters originaux, c'est que oui, ils faisaient peur, mais il y avait pas que ça. Là, ils offrent que ça, en fait. Et de nos jours, on a un peu tout vu au niveau des objets qui bougent dans une pièce. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Là, le grand truc du film, c'est que il fait froid. Ouais, puis en tu plus, peux faire des tonnes de trucs avec, tu peux faire des tonnes de trucs avec des fantômes. Tu pourrais faire, je sais pas moi, le fantôme de Napoléon. J'en sais rien. Tu peux vraiment faire 1 milliard de trucs et tu décides de faire non, il fait froid. Voilà, c'est ça. Il fait juste froid, quoi. Ouais, puis surtout, ce qui moi m'a amusé, c'est qu'il y a des répliques dans le film où le film se tire une balle dans le pied tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le grand méchant du film, dont j'ai oublié le nom là avec ses cornes, arrive dans la caserne et fait face donc au chasseur de fantômes, il y a un des chasseurs de fantômes qui lui dit mais dégage, retourne dans le monde de Narnia, quoi, parce que vraiment c'est là qu'est ta place. Et j'ai explosé de rire dans le cinéma en disant mais putain, mais oui, enfin là où Gozer et Viggo des Carpates étaient un minimum effrayant, impressionnant, là t'as juste l'impression d'un monstre qui sort d'un mauvais Game of Thrones ou d'un épisode du monde de Narnia, quoi. Enfin vraiment il est pas du tout à sa place. Et comme tu dis, Bou, il fait un peu froid, tu vois, enfin non, c'est un peu léger, c'est un petit peu léger. Enfin il y avait avec un point de départ aussi dingue que des chasseurs de fantômes qui peuvent affronter tout et n'importe quoi, une espèce de truc à cornes là qui fait qu'il y a du gel de partout, bah non, bof, quoi. Autre phrase aussi qui m'a fait rigoler, c'est que à un moment donné, alors je sais plus qui raconte ça, mais ils disent dans les années 80, rien n'était créé pour durer. À travers cette phrase, j'ai l'impression qu'en fait ils expliquaient d'une certaine façon que le premier film a été pensé comme un one shot et que s'ils font des suites 40 ans plus tard, c'est un petit peu malgré eux, quoi, et ils en font parce que ça marche, mais s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient aussi, quoi. Ouais, c'est Janine qui dit dans les années 80, on pensait pas au futur. Ouais, voilà. On pensait pas au futur, ouais, elle dit. Ah, puis c'est elle aussi qui dit on n'a pas racheté cette caserne pour la nostalgie. Et d'un côté, je peux pas m'empêcher de voir une espèce de réponse aux critiques qui ont été faites au précédent film en disant c'est que de la nostalgie pour de la nostalgie. Mais d'un autre côté, ça ne marche absolument pas avec ce film-là parce que si c'était pas ça, il aurait fallu dégager tous les acteurs originaux, quoi. Parce que là, en l'état, je suis désolé, mais tous les trucs de nostalgie, en fait, ça ne fonctionne absolument pas et ça n'a pas sa place ici. On a la première scène avec Venkman où il fait un de ses tests idiots, là, parce qu'il fait ça une fois au début du film, du premier. Donc maintenant, ils ont décidé que c'était son truc, il faisait que ça. Moi, je me rappelle que dans le 2, il a son émission de télé, par exemple. Ça aurait été plus drôle de partir dans ce trip-là, mais bon. Le monde du psychique. Mais il refait aussi le truc des cartes en scène post-générique. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, c'est pour ça que je dis ils l'ont déjà fait dans le film précédent. Il faut revenir Sigourney juste pour faire cette scène, d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, cette scène gâche un truc du film. C'est qu'il y a la révélation, tu sais, il tape sur la porte et la porte s'ouvre et on voit que c'est lui. Imagine s'il n'y avait pas eu la scène avant. T'aurais eu une vachement plus grande réaction. Après, bon, Bill Murray est sur l'affiche. Mais t'aurais quand même eu une vachement plus grande réaction en te disant « Ah, il y a Venkman qui est là !» En plus, il arrive et il trouve son alcool qui était caché depuis des années. Je fais bon, ça va, c'est assez drôle, surtout que Bill Murray était connu pour bien picoler dans les années 80 et il était très, très difficile à gérer, hein, quand même. Faut pas oublier, hein, Bill Murray, sur les tournages, Venkman, il est plus ou moins comme Bill Murray, en vrai, hein. S'il y a bien un personnage qui lui ressemble, je pense que c'est Venkman. D'ailleurs, Bill Murray avait quand même, dans les années 80, il avait toujours ce film où c'est un odieux personnage, j'ai envie de lui mettre des claques, mais en même temps, il est tellement drôle, et à la fin, il apprend des erreurs et il finit avec la fille. Il y a tellement de films de Bill Murray des années 80 où c'est juste ça, que les gens se rendent pas compte parce que de nos jours, il y a le Bill Murray de Wes Anderson. Et c'est pas du tout le même Bill Murray que nous, on a grandi avec. On n'a pas grandi avec ce Bill Murray-là. Pour moi, Bill Murray, c'était un peu le chasseur de nana. Enfin, il est le dragueur. Il était un peu comme ça, Bill Murray. Et puis, il y a eu Lost in Translation. Il y a eu les Wes Anderson. Et on a cette image maintenant de clown triste. Alors qu'en vrai, je pense pas que c'est un clown triste dans la vraie vie, Bill Murray, quoi.
Tu vois, je pense que son image ressemble plus à ce qu'il était dans les années 80. Surtout, j'ai revu Meatballs en fait il y a quelques jours et le film a bien vieilli sur certains aspects. Alors c'est réalisé par Ivan Reitman. C'est un des premiers gros succès avec Bill Murray en tant que tête d'affiche. Mais il y a notamment des scènes de drague où t'es là à dire oh putain en 2024 ça c'est un petit peu chaud quand même, tu vois. Enfin à un moment donné, enfin il attrape sa copine entre guillemets dans le film, même s'ils sont pas forcément encore ensemble, il l'attrape, il la force à danser et il dit tu portes pas de soutif là ou c'est juste une invitation au viol, tu vois. Je suis là à dire mais merde qu'est-ce que je viens d'entendre quoi là, c'était quoi le truc là? Les années 80. Et les années 80, voilà, c'est en fait non. Il y a des gens qui sont gênés par Venkman dans le premier film. Hein. J'ai déjà entendu des filles qui m'ont dit en découvrant le film qu'elles n'appréciaient pas forcément le personnage de Venkman parce que c'est vrai qu'il est un peu harceleur sur les bords dans le premier film. Venkman, c'est pas un personnage qui serait créé de nos jours, à part pour en faire une énorme ordure, quoi. Mais jamais ce serait le héros du film, quoi. Un mec comme Venkman. Non. Quand j'étais gamin, tu vois, comme je t'ai dit, je l'ai regardé un certain nombre de fois et c'était mon personnage préféré. C'était mon personnage préféré ever. Et après, pendant un moment, j'ai arrêté de regarder ce fantôme, donc je suis passé à autre chose. Et quand je l'ai revu en me disant, ah, tiens, ça fait quelques années, je l'ai pas maté, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais. Il y a des trucs que je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais gosse et là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, ouais. Et pile poil à 1 heure de film, on a le droit à la grosse scène d'exposition, mais vraiment à pile poil 1 heure. On a le droit à la grosse scène d'exposition, pas très passionnante pour nous expliquer que le méchant, il y a une babale et que la babale magique, elle va le transformer et que lui, il a besoin d'un humain pour dire l'incantation. Ouais, c'est une des scènes les plus étirées, les plus chiantes du film. Ouais. Si c'est bien celle à laquelle je pense, c'est celle qui se passe dans la bibliothèque. Oui, dans la bibliothèque où il y a une sorte d'animation, une scène d'animation où tu vois comment il a détruit, comment on lui a enlevé ses cornes, etc. Il y a rien d'intéressant. Ouais, il y a toute une espèce de mythologie dont on se branle complètement. C'est juste dans cette scène. Parce qu'en vrai, c'est juste un monstre qui gèle les trucs et qui vient faire chier et qui à la fin va perdre. Enfin, on n'a pas besoin de tout ce truc-là qui dure des heures et des heures. C'est juste là pour nous placer une petite séquence d'animation, histoire de nous rappeler que le réalisateur a démarré par de l'animation et qu'il sait très bien la faire, gna gna gna. On s'en fout, ça n'apporte absolument rien. Et surtout, le personnage qui nous explique tout ça, ouais, on le revoit plus du tout après dans le film. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure façon d'expliquer ce truc-là et de le faire plus rapidement et en plus ailleurs que dans la bibliothèque qui a déjà été le cadre d'une scène marquante dans le premier film et qui là pour le coup fait très fan service parce que forcément au détour des allées et venues en fait dans les couloirs de la bibliothèque, sur qui ils vont tomber? Sur le fantôme de la bibliothécaire et ça va durer un plan. C'est le plan que vous voyez dans la bande-annonce du fantôme de la bibliothécaire qui fonce en direction de Ray et c'est tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il sort de la bibliothèque, il y a rien de plus. Ils l'ont pas combattu, ils ont pas parlé, ils ont pas évoqué son sujet, rien. C'est juste du fan service pour du fan service, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Phoebe décide de se transformer en fantôme pour son crush comme ça sur un coup de tête alors qu'on vient juste de découvrir qu'il y a une machine qui peut transformer les gens en fantômes en plus. Comment le méchant savait que ça allait se produire? Parce que le plan du méchant, c'est d'envoyer la petite fantôme là et qui veut foutre le feu. Et donc qu'elle attire Phoebe pour qu'elle se transforme. Mais comment il savait que la machine existait? Je ne sais pas. Pour moi, en fait, c'est le même type de problème de scénario qu'il y avait dans Suite 2016, où t'as le méchant qui t'explique en fait que son super plan, il va démarrer à partir du moment où il va appuyer sur le bouton, il se fait tuer, il revient en fantôme, il appuie sur le bouton, ça rajoute juste un quart d'heure au film, mais en vrai, pourquoi t'as fait ça, tu vois? Et dans ce film-là, j'ai pas la réponse non plus. Il y a plein de trucs en fait qui sont en termes de narration des trous, et j'ai pas de quoi les combler. Et pour ce qui est de Phoebe, là, ce choix complètement débile, en même temps, le gros problème, c'est que Phoebe était un personnage un peu parfait sur les bords. C'est-à-dire moi, si j'étais une gamine de son âge, je dirais, j'aimerais bien être comme Phoebe. Tu vois, elle a l'air cool, Phoebe. Et donc là, il lui donne ce défaut-là, mais c'est tellement un gros défaut qui se rapproche plus c'est plus de la bêtise qu'autre chose, en fait. Enfin, de ce qu'on avait vu dans le premier film, j'ai pas l'impression que ce soit le personnage qui fasse des bêtises comme ça. Enfin, je sais pas. Après, elle a un petit peu vieilli par rapport au premier film. Je crois qu'elle a 16 ans. Ouais. Donc, dans le premier, elle était enfant. Là, elle est ado. Donc,
je trouve pas ça déconnant qu'elle fasse des petites conneries et qu'elle soit en désaccord aussi avec sa mère et avec Paul Rudd, parce que justement c'est une ado et qu'elle a envie de s'affirmer et qu'elle a envie de faire un petit peu ce qu'elle veut, quitte des fois à aller totalement à l'encontre en fait de ce que lui dit sa mère, quoi. Donc le méchant, pas besoin vraiment de revenir dessus, il a des grosses cornes, il fait froid. On nous refait le coup du Are You the Keymaker, mais avec Firemaster aussi. Ouais. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça sert absolument à rien. C'est même plus un clin d'œil, puisque dans le film précédent, il y avait Gozer. Tu peux pas refaire encore une référence, un clin d'œil, si t'as fait le plus gros clin d'œil de ta vie dans le film d'avant. Ouais. Ça y est, le film est en train de me mettre en colère, là. Mais après, le film d'avant, comme je disais, c'était une façon de boucler la boucle. Donc pour moi, c'était logique qu'il y ait de nouveau Gozer, sachant qu'ils l'ont battu sans vraiment le battre à la fin du premier film. Ça me dérangeait pas vraiment. Là, le fait qu'on nous ressorte en fait toujours les mêmes ficelles, là oui, là ça me fait chier. Par exemple, tu vois, il y a plein de trucs cultes dans Ghostbusters, mais Gozer en particulier, en fait, c'est plus dans la manière dont ils s'expriment tous et tout, le Keymaker, tout ça, les bêtes, les bestioles, là, ils sortent de... Mais sinon, c'est pas Gozer en tant que tel. Gozer, on le voit pas longtemps. Et dans le film précédent, ils nous font vraiment tout le truc, les trucs d'archéologie limite, pour retrouver les trucs de Gozer. En fait, autant faire un nouveau méchant, quoi. T'es pas obligé de ramener Gozer. Ouais. Enfin, ça n'apporte rien au final de ramener Gozer, quoi. Bah, encore une fois, pour moi, ça permet de clôturer un truc qui n'était pas totalement fini. C'est juste ça. Mais je peux comprendre après la déception de personnes qui attendaient un autre méchant. Pourquoi c'était pas fini? Il l'avait pas tué dans le premier? Bah, en fait, il dégomme en fait le Bibanam Chamallow, mais est-ce que Gozer, en tant que dieu, en fait, est mort ou pas? Tu vois, pour moi, en tout cas, enfin, de mon point de vue, c'est une espèce de flou à ce niveau-là, quoi. Je suis pas certain que le fait d'avoir fait exploser un Bibanam Chamallow ait suffi à mettre KO un dieu, tu vois. Et là, par exemple, ils ont pas essayé une seule fois de croiser les faisceaux. Ils sont tous là devant lui. Il y en a pas un seul qui se dit on va croiser les faisceaux. Mais après, tu vois, quand ils croisent les faisceaux, ils sont au sommet d'un immeuble. Oui, donc ils sont pas dans leur maison. Ouais, et voilà. Et là, s'ils sont dans la maison, là, c'est un pâté de maison qui explose, tu vois. Donc là, il y a plus de film. Un petit moment que j'ai bien aimé, c'est Ecto-1 qui attaque les vieux C'était juste intéressant. Je me suis dit, c'est vrai, un fantôme qui possède la voiture et il fonce sur les anciens. Parce qu'au final, il y a les nouveaux qui sont tous entre eux parce que c'est une famille, etc. Et en dessous, il y a les plus anciens qui sont en train d'essayer de tirer sur le levier parce que c'est pas du tout subtil, quoi. Il y a pas, c'est même trop, quoi. Quand tu regardes le regard de Bill Murray dans ce film, tu te dis, il en a rien à foutre d'être là, quoi. et il est censé, il y a des moments où, et ça se voit qu'ils ont coupé des scènes avec lui parce qu'il y a des plans où il dit rien comme ça et tu te dis, t'as pas de plan de Vecman où il dit rien, tu vois. Parce que lui, il est comme Spider-Man, il fait un commentaire, ou comme Buffy, tu vois, c'est des personnages, et quand ils se battent, ils font des petits commentaires, c'est comme ça. Des petites blagues, des petits trucs. Là, il y a plein de plans où il dit rien, il a l'air paumé comme ça. Je me dis, mais je sais pas, moi, j'ai envie de leur dire, mais vous savez pas comment écrire Venkman, c'est quand même fou. Si vous êtes pas capable d'écrire Venkman, quoi. C'est encore une fois, il aurait fallu juste les virer de l'équation et ne garder que la nouvelle équipe et développer les personnages correctement plutôt que d'en rentrer 15 000 en fait écrit avec les pieds, quoi. Et il y a un gros laser dans le ciel en plus, comme si on était en 2015. Ouais. Tu sais, un gros laser dans New York. Oui. Voilà, avec les nuages qui s'écartent et tout. Ouais. Ou même les gens sur une plage qui voient arriver un truc pas cool à l'horizon, puis d'un seul coup, t'as un gros truc en image de synthèse qui vient sur la côte new-yorkaise, et ça ne tue jamais personne. Oui, c'est vrai, il y a des tonnes de pics de glace. Une seule personne en fait qui finit empalée par un pic de glace ou quoi. C'est vrai. Et à la fin du film, quand la menace de glace a été réglée, il y a des tonnes de personnes dans les rues, tu vois. Il y a pas un seul blessé, il y a pas un accident, il y a rien. Enfin, tout va bien. Il y a des pics énormes qui sortent de la terre, qui logiquement empaleraient n'importe qui, et les gens sont là en train de courir sans problème. Et surtout, tu as Walter Penn en fait, ou Peck, je sais plus comment il s'appelle, qui vient encore une fois râler pour le plaisir de râler, alors que je sais pas, il y avait une espèce de menace sur la ville. La menace visiblement était liée à un truc fantomatique. Bon, tu sais que t'as ce fantôme en fait qui est parmi tes
parmi les personnes qui sont dans la ville. Si le truc a été résolu, il y a peu de chances que ça soit par rapport à un employé de la mairie, tu vois. Donc, qu'est-ce que t'as besoin de venir râler comme un connard, comme depuis 40 ans, tu vois. Enfin, même cette scène, enfin, c'est juste, non, quoi. Pas anecdotique, mais qu'il y a que les fans qui connaissent, quoi. Donc, quelle est la raison de ramener Walter Peck de tous les personnages? Imagine ce qu'ils auraient fait avec Rick Moranis s'il n'était pas à la retraite, quoi. Franchement. Ouais, mais Rick Moranis, je pense que ça aurait été encore plus compliqué parce que le personnage du geek un peu binoclard avec les cheveux gras, maladroit, machin, ça existe plus vraiment, tu vois. Enfin, ça c'était un truc qui était très années 80 encore une fois, tu vois. Et déjà en 89, tu vois, c'était limite quand il est revenu pour le second film. Là aujourd'hui, non, je pense qu'il a pris une très bonne décision en restant chez lui, quoi. Puis la fin est un peu ridicule avec le Kamehameha dans la tronche et tout. C'est pas Ghostbusters. Est-ce que t'aurais imaginé le Ghostbusters 3 des années 90 avoir un mec qui fait un Kamehameha à la fin? Non, j'ai imaginé beaucoup de SOS Fantôme 3 dans ma tête, enfin en rêve en tout cas. Mais non, à aucun moment j'ai imaginé ça. J'ai imaginé Harold Ramis en fantôme, je l'ai eu. Mais ce truc-là, non. Ouais. Mais tu vois, enfin, même si ça avait été un épisode de la série animée, je pense que ça aurait été un des épisodes les moins bons. Parce que dans la série animée qui compte 5 ou 6 saisons, je crois, en tout cas pour la première, il y a des épisodes qui sont 100 fois mieux écrits, 100 fois plus dynamiques et plus intéressants et plus variés en termes de bestiaires, de fantômes et d'apparitions ou quoi, que ce film-là que je trouve, même s'il se réclame un petit peu de la série, que je trouve très paresseux et qui s'oublie trop rapidement à partir du moment où tu es sorti de la salle. Et bien sûr, la foule les félicite alors que tout est de leur faute depuis le début, mais ça c'est un classique de Ghostbusters. Ma petite théorie pour Ghostbusters 4, c'est que Winston sera maire. Voilà, c'est ma seule théorie sur Ghostbusters 4. Winston va être le maire de New York. Voilà, c'est comme ça que j'imagine la suite. Le 5 du coup, parce que là c'était le 4. Attends, 1, 2, 3... Ah oui, dans le prochain. Oui, le 5, pardon, dans le 5. Mais en vrai, oui, ça serait logique, ouais. Et le film est dédié à Ivan, bien sûr, qui nous a quittés il y a 2-3 ans maintenant. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, je crois. Donc on en a quand même pas mal parlé, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette menace de glace? Ce titre est vraiment horrible. Alors bon, comme je te disais tout à l'heure, j'ai assez peu de souvenirs, alors que paradoxalement, je l'ai vu il y a 2 jours. C'est un film qui s'efface très vite de la mémoire une fois que tu es sorti de la salle. Sur le moment, j'ai pas passé un mauvais moment. Je mentirais si je disais que j'ai trouvé ça atroce. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. La narration, elle est très perfectible. Il y a trop de personnages. Fanservice que je pensais ne plus voir, surtout vu comment le 3e film s'est terminé. Là, il y en a dans tous les sens. Il y a des personnages qui n'existent absolument pas. Après, tout n'est pas acheté. Il y a quand même des petits trucs en fait qui m'ont fait sourire ou que j'ai trouvé plutôt cool. Bouffe-tout, même si bon, il est clairement là pour faire des petits clins d'œil aux fans. Je l'ai trouvé bien mieux fichu que dans SOS Fantôme 2016 parce que en termes d'effets spéciaux, ils ont aussi réutilisé la manière dont a été fait le premier Bouffe-tout, celui dans SOS Fantôme de 1984. Donc c'est il a une meuf dans celui de 2016. En fait. Et je crois qu'il a une meuf dans celui de ouais, 2016. il a une c'est meuf. n'importe quoi. Mais dans celui qui est actuellement en salle, donc La menace de glace, je l'ai trouvé plutôt réussi visuellement, j'entends. Même si d'un point de vue de l'histoire, il sert juste en fait à alimenter les scènes avec Finn. Le méchant est parfaitement oubliable. Les scènes avec Bill Murray sont désespérantes. Seules les scènes avec Winston et Ray fait un petit peu sourire. Il y a notamment une scène très brève où tu vois Ray dans sa boutique qui entend la sirène des Ghostbusters passer dans la rue et en fait on le voit tourner la tête, il voit passer Ecto 1 et il a un petit sourire un petit peu nostalgique. Ça, sur le moment, je trouvais ça cool, mais encore une fois, on est dans ce truc de nostalgie et j'aurais vraiment aimé que on tire un trait définitif là-dessus et qu'on passe soit à autre chose, soit qu'on mette vraiment la nouvelle équipe au centre du récit, sans que ce truc-là soit parasité par des machins qui n'ont plus grand-chose à faire ici 40 ans après. Moi, je trouve que les Legacy Sequels devraient arrêter. C'est fini maintenant, on arrête tout. Oui. Ça serait sympa. Non, c'est compliqué, hein, ce film, franchement. Je sais même pas pourquoi cette saga existe encore de nos jours, si ce n'est pour, à ce moment-là, il faudrait vraiment faire quelque chose de nouveau, proposer autre chose qu'un méchant qu'on dirait qui sort de Thor 2, le laser dans le ciel comme si on était en 2014, parce qu'à l'origine, ils avaient eu cette idée dans le film précédent, pourquoi pas Stranger Things et Ghostbusters?
Sauf que bon, bah, dans Stranger Things, les personnages sont un minimum attachants. Là, t'as même pas ça, quoi. Tu vois, ils ont même mis un des acteurs de Stranger Things pour nous faire croire que vraiment ces gamins étaient tous attachants, tous géniaux, alors qu'au final, les personnages sont creux. Dans le film précédent, ça m'a pas forcément posé problème ou quoi. Il y a aussi le fait que Phoebe, voilà, était largement au-dessus des autres. Mais dans celui-ci, oui, enfin, à part elle, vraiment aucun personnage ne reste en tête. Si la saga Ghostbusters était amenée à continuer, il faut encore une fois tirer un trait sur les années 80 et faire moins de personnages et mieux les écrire, et surtout prendre un petit peu plus de risques par rapport à la menace que vont affronter donc l'équipe de chasseurs de fantômes, parce que quand on regarde la série, il y a des trucs en fait qui tiennent sur 22 minutes, qui sont infiniment plus intéressants et plus originaux que ce qu'on a pu voir dans ce dernier film. Et ça me rend triste de me dire que c'est peut-être la dernière fois que on verra Bill Murray dans le rôle, et qu'au final, qu'est-ce qu'il fait en fait, quoi. Personne, il n'y a même pas une phrase intéressante qu'il dit dans tout le film. Il dit, c'est quand même fou, quoi. Je sais qu'on verra s'il y a une suite, on verra Ray, on verra Winston. Ça, c'est des personnages qui reviendront. Mais ok, on a décidé d'avoir tous les anciens à New York en costume. Même Annie Potts, c'est là, ils sont tous là, mais on sait pas quoi faire avec McMahon. On sait même pas, en 2 scènes, on n'est même pas capable d'écrire une seule chose pour lui. Alors à ce moment-là, on le met pas dans le film, on coupe au montage, on vire, quoi. C'est des choses comme ça. C'est même pareil. Janine, qu'est-ce que ça apporte d'avoir Janine qui a un point laser là. À un moment, elle a un point laser là. Après, je pense que Annie Potts, elle a dû kiffer ce truc-là en disant putain, enfin, au bout de 40 ans, on me file un pack de protons, quoi. C'est cool, j'ai toujours aimé Janine. Je pense qu'elle a dû kiffer, tu vois, mais après, est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire, hormis le petit kiff de enfin Janine, elle a un pack de protons dans les mains? Non. Ouais, et je sais pas du tout ce que le film essaie de raconter non plus, si ce n'est que il faut être un beau-père et il faut pas faire confiance aux fantômes qui jouent aux échecs avec toi. Je sais pas exactement. Moi, j'ai l'impression que le message qu'il y a derrière ce truc-là, c'est soyons une famille. Mais c'était la même chose même chose que le film précédent. la famille, c'est important. Ouais. Après, non, le film précédent, il y avait ça, mais il y avait aussi, encore une fois, et j'insiste lourdement là-dessus, le deuil, mais quand même la famille. Le deuil, et célébrons la nostalgie, soyons nostalgiques un bon coup, une dernière fois, avant d'enterrer ce truc-là et de passer à autre chose. Et il y avait aussi la famille. Mais là, c'est que ça. C'est que ce machin de soyons tous unis, faisons-nous confiance. Je regrette de ne pas t'avoir écouté. Enfin, je suis un adulte. Voilà. Ok. Je suis un adulte. Je conduis une voiture. Voilà. Toi, tu vois, tu as aimé le précédent. Et d'ailleurs, quand tu m'avais envoyé un message après avoir vu celui-là, tu m'avais dit que tu l'avais plutôt apprécié la première fois que tu l'avais vu. Ah, celui-ci, ouais. Je t'ai écrit, mais quelques heures après être sorti de la salle de cinéma, et je t'ai dit, bah écoute, je pense l'avoir aimé. Et après, j'ai dormi dessus, j'ai recogité un petit peu le lendemain, et je me suis dit, attends, non, et ça qui va pas, ça qui va pas, ça va pas non plus, ça c'est de la merde, ça c'est, ah bah non, en fait, bon, je dis pas que je l'ai détesté, mais si je devais le noter sur 10, il aurait à peine la moyenne, quoi. Et encore. Oui, donc comme je disais, dans le film précédent, il y avait les scènes post-credits qui te laissaient penser que les vieux allaient revenir. Tu vois, il y avait Winston, on voyait même Bill Murray et tout. Ouais. Ils avaient mis ces scènes-là un petit peu en post-credits, et c'est vrai que le film finissait donc avec ce côté. Bon, on a fini de gérer tout ce qui se passe dans ce village. Je sais plus où ils sont dans le premier. Enfin, dans le troisième, excuse-moi. Pour moi, c'est le premier reboot. Ouais. Enfin, c'est même le deuxième reboot. Oui. C'est très difficile à compter, les Ghostbusters. Et à la fin, ils disent, bon, bah, on va à New York. Et là, il y a Winston qui dit, ouais, on va refaire une équipe, etc. Et moi, il y a un rêve que j'avais, et je crois que c'est Dan Aykroyd qui l'avait aussi, c'était pour le 2 ou pour le 3. C'était des équipes de Ghostbusters à travers le monde. Et ça, j'avais trouvé ça un très bon concept, tu vois, les Ghostbusters de Paris, les Ghostbusters de Tokyo, ils se retrouvent tous, enfin, je sais pas, une sorte de réunion de tous les Ghostbusters. Je crois que même Dan Aykroyd, à l'origine, il voulait les mettre dans l'espace. Il voulait les mettre sur la Lune. Oui, à la base, le scénario de Ghostbusters, c'est un truc de science-fiction, mais pur et dur. Voilà. C'est un truc qui se passait dans le futur. Et après, quand Dan Aykroyd a soumis son scénario à Ivan Reitman, c'est lui qui a dit non, enfin, d'une part, ça va coûter trop cher, et d'autre part, je sais pas faire un film comme ça, moi je fais des comédies, donc tu vas arrêter avec tes trucs de SF, et tu vas transposer cette histoire, qui est très bonne,
mais dans le New York d'aujourd'hui, et tu verras qu'en termes de budget, on va s'y retrouver déjà beaucoup. Un peu plus de folie, en fait. Oui. C'était aussi le défaut du 2, hein. C'était aussi le défaut du 2, de pas être parti trop, de pas être allé assez loin, de pas s'être trop éloigné du premier. Et là, c'est ça aussi le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a pas assez de folie. Je sais pas comment ils pourraient faire, mais avec un monde de fantômes, il y a vraiment des tonnes d'idées. Et moi, je sais pas si j'aurais envie de faire un épisode sur le prochain. Si un jour il y aura un prochain, franchement, là, j'en ai marre, là. À part s'ils annonçaient peut-être un jeu vidéo, parce que je sais que j'avais bien aimé, mais sinon, c'est bon, quoi, Ghostbusters. Ce qui est rigolo, c'est que le SOS Fantôme 2, qui à l'époque avait été montré du doigt comme étant la copie du premier en moins bien, et accusé justement de manque de folie. Si on compare aujourd'hui SOS Fantôme 2 à SOS Fantôme La Menace de Glace, SOS Fantôme 2 est 100 fois plus dingue que le film qui est actuellement en salle. Ah ouais, il y a la Statue de la Liberté qui marche et tout. Il y a la Statue de la Liberté qui marche. Je me rappelle à l'époque, mais tout le monde en parlait, on était tous là à dire, mais putain, mais comment le métro rempli de slime, il y a des tonnes de trucs. Ouais. T'avais ça, le Vigo des Carpates qui a déclenché des cauchemars à beaucoup de gamins de On aurait l'époque. dit qu'il était en 3D, Vigo. Ouais. Il y a eu des tests en 3D parce qu'on était en 89 et du coup on était en plein dans le début de la révolution numérique. Enfin, on était la même année que Abyss. Et du coup, en fait, chez LM, il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà un œil sur les ordinateurs. Et il y avait des tests qui ont été faits du visage de Vigo qui sortait de la toile en 3D, qui n'était pas forcément concluant. Donc dans le film, en fait, c'est une espèce de mélange entre plein de techniques. On était en 89 et c'est aussi pour ça que je trouve le film vraiment plus impactant à tous les niveaux par rapport à celui qui est actuellement en salle. C'est que, notamment en termes d'effets spéciaux, on est sur un moment où on est dans un des derniers films à avoir beaucoup d'effets spéciaux réalisés en dur, c'est-à-dire à l'ancienne, sans images de synthèse, avant que dans la première moitié des années 90, il y ait donc la révolution numérique avec successivement Abyss, Terminator 2, Jurassic Park, The Mask et compagnie, quoi. Avant de se quitter, j'aimerais bien dire quand même, Bill Murray, appelle ton agent. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans ta carrière, ça a pas l'air d'aller très bien, mais je t'ai vu dans Ant-Man il y a pas longtemps et je m'inquiète. En plus, je dis ça, mais Bill Murray n'a pas d'agent, il est connu pour ça en plus. Il a il a, je crois, un numéro où tu peux le joindre et laisser un message, et peut-être qu'il te rappellera. Je crois que ça fonctionne comme ça avec Bill Murray, si je me trompe pas. Avant de se quitter, donne-moi ton petit classement, là, rapidement, de tous les films Ghostbusters. Tu les classes comment, du moins bon au meilleur? Alors, je vais dire SOS Fantôme premier du nom, SOS Fantôme 2, SOS Fantôme l'héritage, SOS Fantôme la menace de glace, et vraiment pas très loin derrière, SOS Fantôme le remake de 2016. Putain, moi je trouve ça difficile. Difficile. Ah, de classer, ouais, je trouve ça très difficile. Ça va être les deux premiers ensemble, enfin voilà, classique. Le précédent, là, le troisième m'a vraiment mis en colère quand je l'ai vu, alors que celui-là m'a laissé totalement indifférent, donc je sais pas comment les classer, tu vois. Il y en a un qui m'a énervé, mais si ça se trouve, si je le revois de nos jours, ça va être tranquille. Mais je pense que ouais, celui de 2016 sera en dernier, hein, parce qu'il est vraiment quasiment regardable par moment. Je suis désolé, je sais que j'ai eu des invités, et même Zoltan qui avait vachement bien aimé le film. Mais moi, quand je l'avais vu... Zoltan, il faut qu'il aille chez l'opticien. Quand je l'avais vu, j'avais failli m'arracher les yeux, quoi. Surtout que moi, putain, je me le suis infligé quand même 3 fois, parce que je voulais comprendre, en fait, les personnes qui disaient, non, mais en fait, c'est un bon film, Non, je l'ai vu 3 fois, et je l'ai vu en version longue, et la version longue ne fait qu'empirer le truc. Il y a une version longue, ouais. Ils l'ont vendu comme une espèce de director's cut. En réalité, on sait même pas trop ce que c'est. Les scènes qui étaient déjà extrêmement longues et gênantes le sont encore plus là-dedans, et tu vois vraiment qu'en fait, Paul Rudd s'est dit, allez-y, improvisez, faites ce que vous voulez, faites n'importe quoi, et qu'il y avait aucune direction à ce niveau-là, et que quand t'es mal dirigé, forcément le résultat à l'écran il est pas bon, quoi. Et c'est quoi ton top 4 des meilleurs chasseurs de fantômes? Mon top 4 des meilleurs chasseurs de fantômes. Alors c'est compliqué, putain, c'est comme je faisais entre qui c'est que tu préfères entre ta mère et ton père. Ouais, c'est comme répondre à ça, quoi. C'est comme quand on me demande quel est ton Beatle préféré, et à chaque fois c'est la même chose. Tu vois, les 4, je les aime de manière différente. Donc je les aime tous, mais comme tu vois, c'est exactement comme ça, je les aime tous pour des raisons très différentes. J'adore Winston parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui a le plus les pieds sur terre. Je sais que Ernie Hudson fait pas mal de conventions, et je sais que si je le croise en convention, tu vois, ça me ferait un petit quelque chose. Alors j'ai croisé des tonnes et des tonnes de personnes, enfin d'acteurs, de réalisateurs, de machins en festival, en convention, et à chaque fois je suis là à dire oui, bon, ok, tu vois. Mais Ernie Hudson, tu vois, il se passera un petit truc. Même chose pour Dan Aykroyd,
parce que bah c'est le mec qui a créé ce fantôme, c'est le mec derrière les Blues Brothers, c'est un gars qui a l'air vraiment cool en fait, enfin qui porte sur lui une espèce de bonhomie, une espèce enfin limite envie d'être son pote quoi. Bill Murray parce que bah j'étais fan de Bill Murray quand j'étais gosse et que parmi toutes les punchlines qu'il y a dans ce fantôme 1 et 2, c'est vraiment lui qui est les meilleurs. Et évidemment Harold Ramis, donc le personnage d'Egon, parce que c'était le nerd, c'était celui qui, quand il parlait, on comprenait quasiment jamais rien à ce qu'il disait, mais qui était à fond dans son truc et qui n'en déviait jamais. Et avec le recul, même si quand j'étais gamin, j'étais fan de Peter Venkman, je me rends compte que c'est presque lui mon personnage préféré, et c'est aussi pour ça que on est un certain nombre à avoir eu du mal à faire notre deuil, encore une fois, et que SOS Fantôme, l'héritage, nous a permis de le faire de la plus belle des manières. Tu te mouilles pas? Non, je me mouille pas. Tu vois, enfin, je serais un foutu de te faire un classement. Je les aime tous pour des raisons différentes. C'est très très compliqué. Je dirais qu'il y a Louis aussi qui mériterait une petite place. Qu'est-ce qu'il est génial quand il est en mode Ghostbusters. C'est dans le 2, c'est ça, où il est en Ghostbusters? C'est dans le 2, ouais. Où il essaie d'attraper un bus. Ouais. Moi, j'adore ce personnage. C'est vraiment un personnage que ça manque un peu quand même de un ressort comique, mais en fait c'est Moranis, il avait ce talent à te vendre ce genre de personnage qui n'importe qui d'autre, tu peux mettre n'importe quel acteur dans le rôle et tout de suite c'est ridicule, mais avec Rick Moranis ça fonctionne. Surtout que de base c'était pas Rick Moranis qui devait jouer Louis Tully dans ce Fantôme 1, c'était John Candy. C'était John Candy, ouais, en effet, rien à voir. Qui a bien gravité autour du SNL. En fait, c'est Ivan Reitman qui a pris peur parce qu'à la base, il avait rajouté beaucoup de choses pour le personnage et il lui avait collé une espèce d'accent allemand dégueulasse avec des Rottweilers. Enfin, c'est vraiment rien à voir avec le personnage d'Eric Moranis, et Ivan Reitman a fait non, là ça va trop loin, on va prendre Eric Moranis, ça sera peut-être plus cool. J'en place une pour Sigourney Weaver aussi, qui n'est pas dans le film. Voilà, elle a réussi elle a évité une balle, quoi. Elle a réussi. Ouais, très bien. Elle a réussi à ne pas. Merci son agent. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Ghostbusters, à moins qu'il y ait des dernières. Je réfléchis à une question que je pourrais te poser là comme ça, mais quelle est ta chanson préférée de Ray Parker Jr. Ouais, bah, la même que tout le monde. Hein. Oh, et méchant préféré? Mon méchant préféré. Ça va jouer entre les deux premiers, j'imagine, mais. Oui, évidemment, parce que le dernier il n'existe pas. J'aime beaucoup Vigo des Carpates, parce que comme je disais tout à l'heure, on est un certain nombre à avoir été marqué par ce personnage, et un de mes rêves dans la vie, c'est d'avoir une reproduction du tableau de Vigo des Carpates et de foutre ça en grand dans mon salon. Ça serait flippant. Je pense que la plupart de mes potes vont plus venir chez moi, tu vois, je veux ce truc. Ouais. Je veux ce truc, je m'en fous. Non, je le trouve vraiment super imposant. L'acteur y est pour beaucoup d'ailleurs. Et aussi, je pense qu'il a peut-être un petit peu plus de temps de présence à l'écran que Gozer dans le premier film. Et je l'ai vu en fait à l'âge parfait, quoi. J'avais un petit peu moins de 10 ans. Cette espèce de gars du Moyen-Âge là qui sort du tableau pour te faire n'importe quoi, qui balance des rayons laser par les yeux. Il est terrifiant, quoi. Et j'aimais bien le personnage de Peter Nichols ou McNichols, comment il s'appelle déjà? Peter McNichols. Ouais, qui jouait dans Ali McBeal, dans VIP. C'est un très bon acteur, lui, j'aime beaucoup. Et enfin, dernière question, quel est ton fantôme préféré? Mon fantôme préféré, je dirais Slimer ou Bouffe-Tout, là, comme. Je pensais que tu aurais dit la libraire, moi, enfin la dame dans la librairie. Ouais, mais tu vois, la libraire, elle me terrifiait quand j'étais gosse. Les premiers cauchemars dont je me rappelle, c'est à cause d'elle. Mais après, je pourrais peut-être citer aussi le Bimanom Chamallow. Parce que j'avais pendant très longtemps un énorme poster au-dessus de mon lit quand j'étais gamin. C'était une image tirée du film. C'est le plan large où tu vois le Bimanom Chamallow arriver du fond de l'écran, et toutes les voitures au premier plan qui se rentrent dedans les unes dans les autres là, et les gens qui en sortent et qui tapent un sprint parce que le Bimanom Chamallow arrive derrière eux. Et ce plan-là m'avait fortement marqué quand j'étais gamin, et je pense avec le recul que c'est ce plan-là qui a déclenché en fait ma passion pour le cinéma fantastique, parce que t'avais pour les kaiju. Ouais, t'avais une espèce de kaiju, alors que je savais même pas que ça portait ce nom-là, tu vois. Enfin, et en plus le kaiju, il avait la tête d'un truc rigolo, quoi. Donc ça fait une espèce de bug dans mon cerveau, genre ok, d'accord. Donc ce type de film, en fait, c'est possible, et on peut à la fois avoir des films effrayants mais qui comportent des trucs drôles. Putain, c'est trop bien, je veux tous les voir, quoi. Et moi, j'ai envie de dire le fantôme qui fait une pipe à Dan Aykroyd.
Je l'aurais dit au moins 4 fois dans l'épisode, je suis plutôt fier de moi-même. C'est un truc, même dans les épisodes d'avant, j'arrêtais pas d'en parler à chaque fois. Parce que c'est tellement... T'imagines, c'est un film pour enfants qu'on regardait, enfin pas pour enfants, mais nous on le regardait en tant qu'enfants, et il y avait quand même... Il y avait cette scène, par exemple, quoi, et tu te dis, c'est fou. Non, plus... Ouais, mais tu vois, on l'a évoqué tout à l'heure, et on n'a pas... La on n'a vieille pas avec évoqué sur le avec sujet. la poussette, là, qui fait bien flipper aussi avec le bébé. Et à la base, c'était pas Peter McNichol qui était grimé en nourrice avec une poussette. À la base, c'était vraiment des fantômes. Et parmi les fantômes qui ont été envisagés, il y avait un clown volant. Et j'ai vu en fait le dessin il y a pas longtemps. Je me suis dit putain, enfin heureusement qu'ils ont mis une nourrice, même si la nourrice elle a quand même pas mal traumatisé quelques potes à moi. Je pense que si ça avait été une espèce de gros clown volant dégueulasse, là ça aurait été 100 fois pire. J'aime bien aussi le chauffeur de taxi. Il y en a des petits fantômes par-ci par-là qui sont quand même assez marquants. Mais Moi oui, j'étais c'est fasciné ouf, tout, quand j'avais vu le film à l'époque en salle. J'étais fasciné par le manteau en fourrure qui prend. Oui, le manteau en Avec fourrure les aussi, espèces de petites bestioles là qui se mettent à cavaler une fois que le manteau a été balancé au sol. Et pour info, actuellement à Lyon, il y a une petite expo sur SOS Fantôme. Ah ouais Et parmi les objets qui sont exposés dans le musée de la miniature et du cinéma, il y a notamment une des bestioles qu'il y avait dans le manteau. Ah, trop bien. Voilà. Si vous rêvez de rencontrer la bestiole qu'il y a dans le manteau, n'hésitez pas donc à aller à cette expo à Lyon. Eh bien voilà, on a fini Ghostbusters jusqu'à ce qu'ils en ressortent un et que je t'envoie un message. Ah, au fait, j'ai un épisode de libre là, je sais pas quoi faire. Et si on faisait un Ghostbusters? Ah bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir rejoint en tout cas. On a pu enfin parler de Ghostbusters un peu comme ça le mérite. Dire du bien des anciens, c'est déjà ça. Oui, des anciens parce que le récent, c'est compliqué. C'est compliqué quoi. Mais bon, t'as quand même bien défendu celui le troisième. On peut te retrouver où en ce moment? J'ai une chaîne YouTube donc qui s'appelle Le Coin du Bis où je parle justement de cinéma bis et de films un petit peu hors norme. Et tous les vendredis, avec mes collègues, on a le podcast Jumpscare qui parle de cinéma horrifique où on essaye là aussi de varier un petit peu, de faire à la fois des films qui sortent en salle et du cinéma de patrimoine, enfin des films un petit peu moins mis en lumière. La non-exploitation. Le dernier, c'était sur la non-exploitation et j'ai encore fait un tunnel, je suis désolé. Et avant, c'était quoi? C'était quelle exploitation vous aviez fait juste avant? J'avais vu aussi un... Alors juste avant, c'était sur l'aerobic exploitation. Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui suis spécialiste. C'est Lily dans le podcast en fait qui bouffe ça matin, midi et soir. Il y a eu plusieurs invités membres de Jumpscare qui sont venus dans le podcast. Hein. Il y en a 3, je crois, au moins. Il y en a 3, je crois, qui sont passés. Vous êtes combien à Jumpscare? Jumpscare, on est 6. 3 sur 6, c'est pas mal. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Merci à vous d'avoir écouté cet épisode sur le dernier SOS Fantôme. J'ai déjà oublié le titre. Ah oui, la menace de glace. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai une petite annonce à faire. La saga va faire une petite pause car je ne serai pas à Paris dans les prochaines semaines. Et c'est toujours plus sympa quand on fait ça en présentiel, surtout que les épisodes sur Mission Impossible, je suis déjà en train de monter l'équipe d'invités. Avant de m'absenter, je vais essayer de faire le 100e épisode, puisque ça y est, là, c'était le 99e. Et donc, le prochain épisode, c'est le 100e. Et on va parler de certaines choses dont on ne parle pas d'habitude. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Et ça va être sympa. Et ensuite, on fera les Missions Impossibles. Mais en attendant, je vais prendre mon micro, mon ordinateur avec moi. Et donc, je vais continuer à poster des trucs sur le Patreon. Donc, si je vous manque pendant mon absence, n'hésitez pas à aller sur Patreon, patreon.com/plan-séquence, où vous pourrez trouver une centaine d'épisodes bonus et les prochains épisodes que je vais sortir. Par exemple, là, cet épisode que vous écoutez est sorti en avance sur le Patreon. Merci à Dominique, Adeline, Mathilde, Julien, Hugues, Clément, Vivi, Michael, Timothy, Ludwig, Piu, Benoît, Johan, Nicolas, Arnaud, Jonathan, Flavien, Didier, Sam, Alexis, Punky, Clem, Monsieur Hobby, Seb, Pierre, Selim, Vincent,
Aurel, Lorraine d'abord, Franck, Michel, Charles, Dylan, Romain, Louis, Claire, Lizzie, Renato, Yann, Océane, Efo, Ced et bien sûr Monsieur Gérard, le fameux. Je vous ai pas trouvé de jeu de mots cette semaine parce que je fais ça que pour les grosses sagas, mais vous inquiétez pas, je vais vous trouver des petits jeux de mots sympas, peut-être même pour le 100e épisode, mais en tout cas pour Mission Impossible. Donc oui, une petite pause pour la saga. Parce que j'ai tendance à... De toute façon, vous avez l'habitude, c'est souvent en mois de mai, juin que je m'absente. Et merci à tous et à toutes pour votre soutien. Le podcast est vraiment écouté par de plus en plus de gens. Et j'imaginais pas avoir autant de gens qui m'écoutent chaque semaine. Vous imaginez ? Moi-même, j'arrive pas à m'écouter chaque semaine. N'hésitez pas à suivre le podcast sur @sagapod, sur Instagram et Twitter. On a aussi un Discord pour la communauté, pour la famille. Voilà, le lien est dans la description. Dans le prochain épisode, ce sera le 100e et je vais pas vous dire ce qu'on va faire, mais en tout cas, ça devrait être très sympa. À la prochaine.